clap de départ. Bonsoir à tous et bienvenue sur le Indie Select spécial Noël. Ce soir, c'est un Indie Select un petit peu spécial, enfin Indie Dev Launch un petit peu spécial, puisqu'on a 3 invités qui sont en dehors du champ des devs indés, mais qui ont l'habitude quand même de parler beaucoup des indés ou ou d'apprécier les développeurs ou les jeux indépendants. Donc c'est pour ça qu'on les a invités pour cette soirée juste avant Noël. Et pour qu'on sache... En vrai, c'est de la totale collusion. C'est de la totale collusion. Complètement. Ils font partie de la mafia. Moi, je suis payé en clé Steam. Donc, du coup, merci aussi à nos partenaires Média, Indie Mag, Gameside Story. Bon, là, il y a collusion, puisqu'il y a Bestio, bien sûr, qui représente Gameside Story ce soir. Et aussi à Indius, qui ont la gentillesse de relayer à chaque fois cette initiative. Et donc, ce soir, comme invité, qui est-ce qu'on a? On a déjà Alain, qui est là depuis plusieurs fois, qui travaille sur le jeu Drifting Land. Donc je ne sais pas si tu peux nous en parler rapidement. Très rapidement, Drifting Lands, le fils illégitime de Diablo et de R-Type. Voilà, donc il y a un mélange un peu original, on espère, de shoot 'em up et de hack and slash, parce que c'est des genres de jeux qu'on aime bien. Voilà. Okay. Ensuite, on a Bestio qui est rédacteur pour Gameside Story et qui est également streamer devant l'éternel de jeux indés, du plus mauvais au plus fameux. Voilà, c'est un peu l'idée, hein. C'est pas vendeur, mais c'est vrai. Et tu le fais tous les soirs. Ouais, je stream quasiment tous les soirs sur ma chaîne perso. En fait, l'idée, c'est vu que je fais des tests pour Gameside Story, je me suis dit autant les streamer en fait pour voir les jeux en mouvement et pas avoir juste un test écrit. Donc voilà. Donc si vous voulez passer sur le stream les soirs, il y a des trucs bien, des trucs moins bien. Ça dépend. Voilà. Ensuite, il y a Cyrielle, alias Patard, qui est avec nous, qui travaille comme rédactrice pour Numérama. Oui, bonsoir. Tu fais quoi de spécial pour Numérama? Là, pour l'instant, je fais essentiellement des news. Donc, c'est vraiment des articles assez courts. Donc, j'essaye d'un petit peu de parler d'indé dès que je peux. Mais pour l'instant, c'est vraiment news, pas vraiment d'articles recherchés, de fond. J'espère pousser le truc un peu pour les jours à venir. Okay. Après, on a Thomas Bidot, alias Icotom, qui travaille chez EcoPartner. Donc, si tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que EcoPartner? C'est simple et c'est compliqué à la fois. C'est mon entreprise. D'un côté, on fait des relations presse. Donc, on travaille avec nos clients, certains indépendants, certains moins, et on aide à faire en sorte que les news sur les jeux soient relayées au maximum. Et de l'autre, je fais du conseil. Et le conseil, c'est plus basé sur mes expériences, basé surtout sur les MMO, le jeu en ligne. La monétisation, un formidable jeu free-to-play, et puis les choses qui m'intéressent de manière générale aussi. Par exemple, le crowdfunding. Je fais pas mal d'articles là-dessus, sur mon blog. Et puis un peu tous les sujets qui m'intéressent. Ok. Et enfin, Thomas Helmut, qui est le papa de Neurovoider. Voilà, un des deux papas de Neurovoider. Un des deux papas de Neurovoider. Tu peux nous présenter le jeu que vous êtes en train de faire? Alors, c'est un twin-stick shooter futuriste jouable à 4 en coop avec des explosions. Qui est en early access? Alors, il est en dispo précommande. On a une alpha privée. Tu peux choper des clés quand tu préco. Mais on n'est pas en early access. On est dans Steam, mais on n'est pas en early access parce qu'on n'est pas fan du concept. Ok. Oui, alors du coup, pour Drifting Land et Neurovoider, il y a les liens dans la description, tout ça. Donc si vous voulez retrouver les jeux, ça se retrouve. Et quant à moi, c'est Grourou. Et je suis game designer sur Gang of Space, un MMO, shmup, hack and slash, tout un tas de choses. Et pareil, vous pourrez aussi le retrouver dans la description de l'émission. Donc en gros, on est tous soit dev, soit
journaliste, soit, enfin, on travaille tous dans le jeu vidéo, de près ou de loin. Et donc, ce soir, on vous a préparé une petite sélection. Chacun a apporté le ou les jeux qui l'ont marqué cette année et qui n'a pas été présenté dans une des émissions précédentes. Donc, je dis ça spécifiquement pour Alain qui avait présenté Her Story, mais qui était son jeu de l'année, hein, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est complètement ça. Moi, de Her Story, c'est de très loin le jeu 2015 qui m'a le plus marqué. Sachant que, pour moi, 2015 n'a pas été une année phénoménale, assez marquante pour la sortie du dernier épisode de StarCraft 2 que j'attendais forcément depuis un moment, parce que je suis un gros fan de la licence. Mais dans les nouveaux trucs, il y a peu de jeux qui m'ont vraiment bluffé cette année, mis à part Her Story. Après, il y a quelques trucs dont certains, je vais parler ce soir, qui m'ont vraiment plu, vraiment accroché. Mais alors du coup, on commence par quoi? Par quoi est-ce que tu... Alors, je vais commencer par parler de Crypt of the Necrodancer, qui, contrairement à ce qu'on voit sur l'écran qui est en pause sur le début de la vidéo, que d'ailleurs tu peux peut-être lancer, qui est plus du tout en version alpha ou early access, parce qu'il a été pendant un moment sur Steam, mais il est complètement sorti cette année. Donc Crypt of the Necrodancer, c'est un jeu qui a connu un petit succès, je pense, mais dont on n'a pas forcément entendu parler avec l'intensité qu'aurait mérité la qualité du jeu. Moi, c'est un jeu qui m'a d'abord bluffé par la simplicité de ses mécaniques et à quel point ce jeu marche bien. Donc c'est un roguelike, c'est un jeu de rythme roguelike. Peut paraître un peu bizarre, les contrôles sont extrêmement simples, on dirige un petit personnage qu'on peut déplacer avec les flèches directionnelles et qu'on doit faire progresser dans des donjons toujours de plus en plus durs. L'astuce étant que, la subtilité du jeu étant qu'on ne peut se déplacer ou attaquer qu'au rythme de la musique. Musique qui par ailleurs est proprement génialissime, alors ça c'est un de mes grands sujets de troll habituels, certains qui sont ici le savent sur la musique. Moi j'aime bien les jeux qui parfois donnent dans le rétro, mais quand ils leur apportent quelque chose. C'est-à-dire que comme je suis un joueur un petit peu plus âgé que la moyenne, on va dire, m'approchant de la quarantaine, j'ai connu l'époque des années 80 et les vieux jeux, je me rappelle ce que ça donne. Je suis pas hyper fan des jeux qui essayent d'émuler vraiment de trop près cette époque-là, parce que les jeux c'était pas que mieux avant. Et du coup, la musique notamment de Crypt of the Necrodancer, pour moi c'est le parfait exemple de trucs qui ressemblent un peu à de la musique à l'ancienne, mais vachement remis au goût du jour. Et qui est super intéressant. Donc je suis un énorme fan de l'OST de Crypt of the Necrodancer que j'écoute au bureau régulièrement en travaillant. Et c'est vraiment un jeu hyper agréable à jouer. C'est aussi un jeu, un de ces roguelikes, puisque c'est le concept, où par la simple expérience, la simple maîtrise qu'on acquiert avec le temps, où on arrive vraiment à progresser, et ce qui paraît extrêmement difficile, voire insurmontable au début, au bout de suffisamment d'heures de jeu. Alors après tout dépend des capacités de chacun, mais va sembler naturel et facile à franchir. Et Crypt of the Necrodancer, pour moi c'est vraiment un de ces exemples où au fur et à mesure qu'on joue au jeu, on débloque des items qu'on va pouvoir avoir plus facilement dans les donjons, et donc qui vont apparaître alors qu'ils s'apparaissaient pas au début, mais le jeu est pas foncièrement beaucoup plus facile quand on y joue. Et par contre, c'est vraiment l'expérience acquise qui va faire qu'on va aller de plus en plus loin et torcher les premiers niveaux de plus en plus vite, ce qui semble au départ assez improbable, quoi. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on franchit une nouvelle zone, le jeu est découpé en 4 chapitres en fait, de difficulté croissante, et vraiment chaque chapitre en fait marque un seuil de difficulté assez important. Et c'est assez fou de voir à quel point dans ce jeu les mécaniques sont tellement bien huilées que quand on arrive dans la première fois dans une nouvelle zone, on a l'impression qu'on se fait ouvrir en deux et qu'il n'y a vraiment rien à faire, et avec un peu d'entraînement on arrive à maîtriser le truc et à vraiment progresser dans le jeu. Donc c'est vraiment extrêmement satisfaisant
comme équilibrage et comme sensation de progression. Voilà, il y aurait tout un tas d'autres trucs à dire sur ce jeu. Il y a plein de petites subtilités intéressantes à découvrir, les armes, les différentes armes, les différents bonus, on apprend à découvrir, à connaître avec le jeu, les différents comportements des monstres aussi, qui au début sont extrêmement simples, qui au début bougent pas, après bougent avec des patterns de mouvement très, très simples, et puis qui adoptent des comportements de plus en plus complexes, qui nécessitent de frapper les monstres, puis d'esquiver une contre-attaque, puis de réattaquer derrière. Enfin bref, il se passe des trucs bizarres à l'écran sur le stream. Mais sur ma gueule comme par hasard. Du coup, c'est vraiment un jeu extrêmement agréable, qui est dont la production value est pas folle graphiquement, même si ça fait complètement l'affaire. La musique, à mon sens, a plus de valeur que les graphismes. Mais par contre, voilà, enfin l'équilibrage, le game design est vraiment aux petits oignons, vraiment super bien équilibré. Et c'est vraiment un vrai plaisir que de jouer et de rejouer à ce jeu. Voilà. Et du coup, si tu peux enchaîner sur l'autre vidéo que je t'ai filé. Ouais, bien sûr. L'autre jeu, peut-être encore moins, qui a fait peut-être moins de bruit que le premier, alors que c'est plus un jeu dans un genre peut-être un peu plus confidentiel en ce moment en tout cas que le roguelike. C'est Assault Android Cactus, qui est en fait un twin stick shooter, qui est sorti il y a quelques mois, voilà, qui a été en early access pendant pas loin d'un an je crois sur Steam, que j'ai soigneusement évité le temps qu'ils sortent, parce que je préfère jouer aux jeux quand ils sont terminés à titre personnel, et du coup c'est vraiment une tuerie ce jeu, enfin, pour qui aime le twin stick shooter façon Geometry Wars, ce qui est mon cas, donc qui aime les shooters en arène avec des ennemis qui, plutôt qu'avoir des patterns de tir très compliqués, vont juste avoir des comportements de plus en plus évolués, et puis avec des vagues d'ennemis toujours plus imposantes. C'est vraiment un excellent représentant du genre. La production value, donc la qualité des graphismes, des animations, pour un jeu de ce genre est vraiment très au-dessus de la moyenne. Enfin, on est loin de la simplicité d'un Geometry Wars justement. Il y a vraiment beaucoup de taf sur les ennemis, le design d'ennemis, la modélisation, les animations. Le jeu est vraiment hyper agréable à jouer, il répond au doigt et à l'œil. Alors certains pourront critiquer un petit peu des petits problèmes de visibilité, mais c'est complètement inhérent au genre en fait. Le fait d'être capable de déchiffrer une action un peu confuse est complètement lié en fait dans ce genre de jeu à la capacité du joueur à être bon ou pas, quoi. Donc moi c'est pas tellement un truc qui me dérange à partir du moment où on admet que ça fait partie du jeu. Et c'est un de ces jeux aussi qui m'a fait un peu revenir sur une idée que je m'étais faite liée à un autre jeu, donc en l'occurrence Cinemora, dont le système de points de vie qui était lié au temps qui nous restait pour finir le niveau, je trouvais que ça marchait pas du tout dans Cinemora. C'était un des trucs qui m'avait gâché le jeu en fait, moi, sur Cinemora. Et là c'est encore le cas dans Android Assault Cactus. Les points de vie du joueur sont en fait le temps qui lui reste pour finir le niveau. Donc quand on prend des coups, déjà on est assommé, on perd du temps, c'est du temps pendant lequel on ne tue pas les monstres, et aussi on peut perdre. Les dégâts très importants font diminuer la jauge de temps plus rapidement que le temps normal. Et donc en fait les bonus de soins sont des bonus de temps supplémentaires. Et donc ce qui marchait à mon sens pas du tout dans Cinemora, dans un jeu à défilement fixe, dans un arena shooter dans lequel ça va servir en fait à inciter le joueur à être hyper agressif, à être hyper rentre dedans, marche complètement. Et m'a vraiment fait changer d'avis sur cette mécanique de jeu que je pensais un peu vaine, enfin, dans le genre shooter. Mais là en fait dans le genre arena shooter en tout cas ça marche juste mortellement bien. En fait ça rend le jeu pour qui veut juste terminer les niveaux assez accessible, parce que le jeu est
Bon, mis à part sur les derniers niveaux et notamment le dernier boss qui a beaucoup trop de phases pour être décent. Et l'ensemble du jeu est assez facile, même si on n'est pas un gros adepte de ce genre de jeu-là. Par contre, pour qui veut scorer et qui veut obtenir le grade S+ dans chacun des niveaux, il y a vraiment un challenge de fou, quoi. Et cette accessibilité est vraiment permise par leur système de gestion des points de vie et du temps, que donc j'ai trouvé vraiment super sympa. Et après il y a d'autres petits trucs qui sont vraiment propres au jeu, comme l'évolution du décor, là, comme on peut le voir là. En fait, la vidéo que j'ai filée à Gros Roux, c'est l'Infinity Drive, c'est le mode sans fin, dans lequel on bat au début des vagues assez faibles et toujours plus importantes. Il fait même défiler dans le mode Infinity Drive tous les boss du jeu, du mode campagne, et c'est vraiment, voilà, dans ce mode-là, on va voir vraiment le décor évoluer, des plateformes apparaître, des trous apparaître. Il y a aussi par moments des zones du sol qui sont remplacées par des tapis roulants qui peuvent gêner la progression, ou bien des grilles dont s'échappent des flammes ou des lasers. Enfin, il y a tout un tas d'évolutions du décor qui le rendent de plus en plus dur à pratiquer. Et voilà, ce jeu est hyper agréable à jouer. La musique a une bonne patate aussi. Enfin, pour moi, c'était vraiment. J'en attendais beaucoup en fait de ce jeu, parce que j'avais vu l'Early Access. Je guettais l'Early Access depuis un beau moment, et je l'ai vraiment acheté le jour où il est sorti, et j'ai été complètement pas déçu. Pour moi, il a vraiment rempli toutes ses promesses. Voilà, c'était deux des jeux qui m'ont, dans cette année 2015, qui m'a pas complètement époustouflé, mis à part Her Story. C'est deux des jeux qui m'ont vraiment beaucoup plu et sur lesquels je continue de jouer encore, voilà, qu'avec d'autres jeux comme Stereden ou Nuclear Throne. Il y en a d'autres parmi vous qui ont joué à... Enfin, Bestio, toi, je sais que tu as joué un petit peu à ce Android Cactus, si ouais, j'ai pas de ouais. Si, en fait, moi je l'ai pris en early access quasiment dès le début, hein, avec c'était un twin stick shooter, j'ai fait je veux. Et au début, effectivement, il était, comme l'a dit Willy à un moment sur le chat, il était assez quelconque. Enfin, ça marchait, mais il n'y avait pas, d'ailleurs, il n'y avait pas de système de vie lié au temps, etc. Et surtout, il n'y avait pas ce décor qui en permanente évolution. C'est vrai que là, c'est le mode infini, donc ça se voit pas tant que ça. Mais je trouve que ça se voit même plus sur les niveaux. Par exemple, il y a un niveau sur une sorte de train, il y a des fois, il y a des murs qui sortent, enfin, moi, c'est ça qui m'a surtout bluffé, c'est que déjà, t'as l'action en elle-même, et t'as vraiment toute l'interaction avec le décor. Et c'est un truc que les twin stick shooters le font pas habituellement, quoi. D'habitude, si t'as derrière un mur, t'as un mur. T'auras jamais un truc qui d'un coup va s'ouvrir en plein milieu de la salle, et ça, j'ai trouvé super cool. Et ils ont ajouté 9 persos jouables, ils ont ajouté vraiment beaucoup de choses. Et non, le jeu, il est très très bien, hein, clairement. Hein, et c'est jouable en coop à deux aussi. C'est jouable en coop à deux. Il y a aussi, comme pas mal de jeux maintenant, t'as aussi un défi quotidien, donc pour défier avec tes potes, avec tous les gens du monde, etc. C'est vraiment bien fait. Après, t'as un système de perks où tu peux ajouter des bonus ou des malus pour quand tu joues. Non, vraiment, il est resté longtemps. Il a dû rester quasiment 2 ans, je crois, en early access ou pas loin. Mais vraiment, ils ont bien bossé dessus et ça, c'est cool, quoi. Et sinon, par contre, juste pour Cinemora, en fait, moi, je pense qu'il fonctionnait pas en Cinemora, enfin, pour ma part, en tout cas. C'était même pas vraiment la vie liée au temps, qui était un peu chiant, mais pourquoi pas. C'était surtout que les bonus étaient aléatoires. Et quand je dis les bonus sont aléatoires, ça veut dire que, par exemple, le premier power-up que tu vas choper, ça peut être un upgrade de tir, ça peut être un upgrade de temps, ça peut être un upgrade de n'importe quoi. Ce qui veut dire qu'il y a des fois, même en jouant bien, tu ne pouvais pas boucler le niveau. Il suffit que t'aies pas de chance au loot, des fois c'était pas possible. Et ça, c'est juste débile, quoi. Je comprends pas cette décision, quoi. Là, ouais, puis il y avait plein de problèmes dans Cinemora, hein. Les niveaux étaient beaucoup trop courts comparés au combat de boss. Enfin, voilà, t'avais à peine le temps de t'amuser avec les vagues d'ennemis, qu'en plus si tu ratais une partie des vagues d'ennemis et qu'effectivement tu ratais les quelques bonus qui étaient importants pour combattre le boss, c'était quasiment mission impossible. Enfin, c'était assez bizarre, clairement. Voilà. Mais en tout cas, sur Android Cactus, ouais, j'ai beaucoup aimé, hein, clairement. Je pense que c'est un des meilleurs twin stick shooters de cette année, hein, pas de soucis. Hein. Bah, avec Geometry Wars 3, qui est sorti l'année dernière, mais qui a eu un patch gratuit cette année avec pas mal de niveaux en plus. Il y en a d'autres parmi vous qui ont pu tester ces deux jeux là, Crypt of the Necrodancer et Android Cactus.
ont un avis sur ces jeux-là? Non. Du tout. Pas testé. Bestio a aussi joué à Crypt of the Necrodancer. J'ai aussi joué à Crypt of the Necrodancer et lui dans la musique elle est dingue. Enfin, ce qui m'a fait peut-être le plus mourir de rire dans le jeu, c'est le marchand qui chante la musique. Et ça c'est génial, enfin quand tu te balades dans le jeu, tu peux entendre le marchand au loin qui est en train de fredonner la musique et du coup plus tu t'approches, plus... Et du coup c'est génial parce que non seulement c'est marrant d'entendre un mec qui chante la musique dans le jeu, et en plus ça donne une indication d'où est le marchand en fait. Et ça j'ai trouvé ça rigolo que ça joue sur les deux côtés là, quoi. Et après t'as plein de trucs à découvrir dans le jeu, enfin t'as plein d'astuces, plus tu vas jouer, plus tu vas découvrir de choses, de trucs que tu peux faire ou non avec le décor, tu apprends les patterns des monstres. Et c'est vrai que par contre au début le jeu, je l'ai trouvé vraiment difficile parce qu'il te faut quand même un petit moment avant de bien choper le rythme justement pour pouvoir jouer en rythme, hein, c'est le principe du truc, quoi. Et, mais par contre c'est génial parce que après les boss ils jouent sur la musique, ils jouent avec les temps, les contre-temps, non vraiment ça marche, il n'y a pas de souci. C'est un très bon jeu de 2015. Je tiens quand même à préciser qu'on n'est pas obligé. Enfin, ceux qui scorent le jeu, ils jouent pas en mode aventure. Ils jouent en mode. Ils recommencent à chaque fois dès le début à découvrir tous les items. Enfin, le système de progression, c'est que. C'est pas le mode que les joueurs qui scorent utilisent. Oh ouais, moi je t'avoue que j'ai jamais réussi à finir le 4e monde, donc je me suis pas amusé à essayer de speedrunner le jeu, ou même de le one créditer. Hein. J'ai réussi une fois en partant du début du jeu à atteindre la 4e zone. J'étais déjà tout fier. Mais par contre, la 4e zone, elle est horriblement dure, quoi. Il y a encore un palier en fait entre le chapitre 3 et le chapitre 4 que personnellement j'ai jamais réussi à franchir, quoi. Enfin, il y a une communauté active assez sympathique autour du jeu, que ça soit en termes de streamers ou en termes de site web, même si tu dis qu'il n'a pas eu un succès suffisant. C'est quand même un jeu qui est encore vivant aujourd'hui. Oui, il a quand même bien marché. C'est vrai qu'il y a une qualité indéniable de l'ensemble, donc. Ouais, et puis il est tout mignon, et puis ça se joue au tapis de danse aussi, il y a un mode exprès pour, qui est un petit peu différent mais qui est un peu différent du mode normal. Je crois que ce que tu me disais, Alain, non, il est simplifié, je crois, le mode de tapis. Ouais, il est un tout petit peu, la difficulté est un peu réduite par rapport là, on parle, là ça devient intéressant. On s'attendait à une démo d'Alain, nous. Ouais, mais non, mais le problème c'est que j'aurais bien fait une démo. Alors pas sur le tapis, j'en ai pas. Mais par contre, ça c'était un peu dommage de faire une démo sans avoir le son synchronisé avec, parce qu'il n'y avait pas moyen de streamer avec le son. Du coup, sur Crypt of the Necrodancer, donc les deux jeux que je présentais, la Crypt of the Necrodancer, vous aviez pas moyen d'avoir mon son, ce qui est du coup un peu dommage. Et Assault Android Cactus, avec ma connexion, vous auriez eu une bouillie de pixels infâme. Parce que pour streamer un qui bouge autant, et Bestio peut en témoigner, c'est horrible. Il faut une bonne connexion. Ma seule expérience avec Crypt of the Necrodancer, c'est regarder quelqu'un qui joue. C'est vrai que c'est cool. En fait, tu rentres dans le rythme avec la musique et tout. C'est plaisant même en tant que spectateur. Je suis pas surpris qu'il y ait une communauté de stream autour de ça, quoi. Ça m'avait intrigué en tout cas. Il y a des gens qui sont vraiment très très bons, hein. Ça fait vraiment partie des roguelikes où il y a des gens qui sont devenus monstrueusement bons, comme du Isaac ou autre. T'as des mecs qui streament, mais ça a l'air facile, t'essayes chez toi, tu dis ah non. ok, le mec c'est vraiment une brute. Et effectivement, il y a des gens qui sont devenus... En fait, celui-là aussi, il reste en early access pendant un petit moment. Il y a des gens qui ont joué à toutes les versions depuis le début, qui ont streamé à chaque fois, qui ont fait du speedrun, etc. Et c'est super impressionnant à voir, hein, parce que vraiment... quand tu essaies de faire ça chez toi, ça marche moins bien. ou alors tu te blesses. Ou tu te blesses, tu le fais au tapis. Je sais pas si on répond aux questions au fur et à mesure, là, mais il y a Skywilly qui pose une question, hein, mais du coup ça vous révolte pas que de tels jeux ne soient pas mis en avant malgré leur qualité? C'est quoi le problème? Il suffit plus d'être beau, amusant et passionnant pour qu'on en parle. On régresse pas niveau mise en avant des jeux? Y a-t-il trop de questions de cette question? Pour le coup, je pense que Crypt of the Necrodancer, il a été quand même assez couvert, hein, parmi les jeux indés. C'est pas le. J'en ai entendu parler, moi, personnellement. C'est pas le moins couvert. Après, je pense que Crypt, un des points forts pour la com, on va dire qu'il a eu, c'est que c'est sa BO en fait.
le fait que sa BO, c'est des gens connus. Enfin, connus dans le monde de l'indé en tout cas. Moi, je l'ai eu longtemps avant le jeu. Voilà, ce qui fait que du coup, à partir du moment où le musicien de ton jeu est connu, ça va t'aider également, quoi. Ouais. Mais enfin après, moi, ça me... Ouais, je sais pas. Je sais pas quels ont été les chiffres de vente. Alors, je regardais sur Steam Spy. Forcément, je me disais, Thomas va j'ai connais Steam Spy ouverte. Steam Spy, ils sont à 300 000 unités en propriétaire. C'est pas mal. Hein. C'est plus que très bien. D'autant plus que c'est pas une équipe énorme, hein, il me semble. Non, c'est 2-3 mecs. Hein. Je sais pas s'ils ont eu de week-end gratuit, c'est toujours la même chose avec Steam Spy. S'ils ont pas eu de week-end gratuit, 300 000, c'est. Je pense qu'ils peuvent être contents. Hein. Et puis on regarde le user score sur Steam, c'est 98%. C'est 300 000 en 2015, c'est énorme. Ouais. Necrodancer, ils ont eu un week-end. Hein. Ils ont eu un week-end gratos. D'accord. Bon, ça a sûrement un impact, mais bon, même avec un week-end gratuit, je pense que c'est super significatif. Quoi. Ok, bon bah je crois qu'on a fait le tour sur tes jeux alors. T'as un dernier petit truc, non, c'est bon. Non, non, comme je disais, moi après il y a d'autres jeux comme Stereden ou Nuclear Throne sur lesquels j'ai quand même pas mal accroché en 2015, mais voilà quoi. Ok. Stereden, on pourra pas en parler ce soir à cause de collusion, bien sûr. C'est pas le stream collusion ? On avait dit qu'on voulait collusion. Faudra en faire un jour, stream collusion. Carrément. Donc, on va passer à toi, Bestio. Ouais. Alors attends, je mets en place toutes les choses. Alors par contre, du coup, il va falloir lancer le stream. En espérant que tout marche. En espérant que tout marche, ouais, parce que... Ouais. Là, c'est technique quand même. Attendez, hop, tac, hop. Donc je lance le jeu de mon côté. Je sens... Je sais pas pourquoi, hein. Je pense qu'on va avoir une surprise. Ah non, mais si tu commences à mettre des mauvaises ondes aussi, ça va pas le faire. Hein. Sinon, en attendant, il y a Valrian qui est pas contre qu'on parle de Stereden. Moi ça me dérange pas de parler des jeux des copains. Hein. Quand ils sont bons en tout cas. C'est ça. Pas de... quand ils sont pas bons, on fait semblant on les a pas vus. Mais... C'est ça. On fait semblant on les a pas vus. Mais t'as joué à mon jeu oui, non, mais... T'as joué à mon... Non, mais je vais jouer... Ça oui, marche. non, ouais. Super. C'est bon, ça marche là ? Ça marche, ouais. Alors, explique-nous... Ça aurait été dommage avec un streamer professionnel. Hein. Carrément. Quelqu'un qui a envie en plus. Je te mets la musique de Dust Force, ça va ? Voilà. Ouais, ça doit... Oui, si tu veux, voilà. Alors, End of Fate, qu'est-ce que c'est ? À la base, quand j'ai entendu parler du projet, donc c'était l'année dernière, donc il était passé par la case Kickstarter. J'avais jeté un petit coup d'œil sur le projet vite fait, et en lisant Diagonal, en fait, je m'étais dit, ouais, bon, ok, c'est un jeu de cartes pour PC, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Du coup, j'ai laissé ça de côté. Il est sorti après en février. De cette année, février 2015, je me suis dit, bon, bah, je vais lui laisser sa chance, maintenant qu'il est fini, on va regarder, j'ai jeté un petit coup d'œil, je vais aller voir des vidéos, et en fait, je me suis rendu compte que, bah, oui, dans le jeu, il y a des cartes, mais qu'en fait, c'est pas vraiment le propos du jeu, c'est pas du Hearthstone, c'est pas un truc comme ça, c'est pas du Magic, c'est une plus, en fait, pour le résumer, c'est une sorte de livre dont vous êtes le héros animé, en fait. En gros, le principe, c'est qu'il va y avoir, donc on va être face au dealer, donc c'est ce PNJ avec une capuche qui est en face de nous, et bah, déjà, un des premiers points forts du jeu, clairement, c'est l'interaction, justement, c'est l'ambiance du jeu. Donc la musique, bah là, vous l'entendez forcément, c'est pas la bonne, mais l'ambiance déjà, elle est plutôt sympa. Et en fait, le dealer, le PNJ qui est face à nous, il va nous parler en permanence, en fait. Enfin, pas en permanence, mais il va commenter un peu toutes nos actions. Des fois, il va nous défier, des fois, il va nous féliciter, des fois, il va nous provoquer. En fait, à chaque fois, c'est assez bizarre, la relation, c'est... D'un côté, il est content quand vous réussissez parce qu'il se dit bon voilà, j'ai un mec j'ai un vrai challenger en face de moi. D'un côté, bon, ça l'embête un peu que vous défonciez ses monstres parce qu'il a pas non plus envie que vous gagniez. Et en fait, il y a toute une relation comme ça qui est vraiment géniale. Et le mec qui l'incarne, la voix et tout, elle est vraiment cool. Et donc le jeu, donc il y a un mode histoire. Alors le mode histoire, attendez, je vais juste passer ça vite fait. Donc là, vous avez vu, bon, de toute façon, je pense que vu la taille, vous voyez pas forcément. On va défier des boss en fait.
Donc les boss commencent à se passer, il va y avoir des cartes qui vont être placées sur la. Donc les boss commencent à se passer, il va y avoir des cartes qui vont être placées sur la table. On va passer de carte en carte jusqu'à aller défier le boss. Donc il y aura plusieurs niveaux. Une fois qu'on a battu le boss, on va avoir 1, 2, 3 étages de donjon. Au fur et à mesure, une fois qu'on a battu le boss, on va avoir des bonus. Donc au fur et à mesure, on va devenir de plus en plus fort. En fait, notre perso de base, il va commencer avec un peu plus de points de vie, un peu plus, il va taper plus fort, etc. Mais là où c'est rigolo, c'est que les ennemis vont être également plus forts. Une fois que sinon on serait pas marrant, quoi. Sinon on serait trop fort, on défoncerait tout. Il y a le mode infini. Une fois que vous êtes bien amusé avec la mode histoire, vous avez tapé un peu tout le monde, il y a le mode infini en fait. Parce qu'en fait dans le jeu, le principe c'est que au fur et à mesure, on va débloquer de nouvelles cartes. Donc les nouvelles cartes, ça va être des nouveaux événements, ça va être des nouvelles armes, des nouvelles armures, ça va être ce genre de choses. J'ai lancé un mode infini. Parce que voilà, on va passer. Donc là j'ai lancé un mode infini. Donc là le dealer en fait il ajoute ses propres cartes. Et voilà comment ça se passe. Donc là, je commence avec un nombre de réflexion important en fait en mode infini. En gros, on a chaque étage, on va avoir une malédiction parce que pour que ça soit de plus en plus dur en fait, tout simplement. Bestiaux, tu peux t'arrêter juste 2 secondes. Il y a dans le chat, il y a un petit problème de loop de son apparemment. On t'entend en double. Alors, en fait, pour la première fois, quelqu'un a réussi à faire fonctionner le son par le stream envoyé dans le stream et c'est bestiaux. Et c'est bestiaux. Non, c'est bon, je t'ai mute ton stream. Comme ça n'avait jamais marché jusqu'à maintenant. Je n'avais pas fait attention. Bon, je suis désolé. En fait, ah non, mais si les mecs à la régie ils tiennent pas la route aussi. Remboursé. Exactement. Alors désolé si vous avez pas trop compris le début. Mais en gros, donc nous on va jouer cette petite figurine que vous voyez sur les cartes. Et en fait, basiquement, on va passer de carte en carte. En fait, on va se déplacer à chaque fois. Et à chaque carte, en fait, ça va être un événement. Alors les événements, ça peut être de plusieurs types. Ça peut être juste un événement. Juste du texte, donc par exemple on va arriver dans un champ de coquelicots, on va se reposer, on va regagner tous nos points de vie, bon très bien, ça peut être des rencontres, dans ce cas là il va y avoir un petit texte, on va avoir une interaction avec quelqu'un, on va nous dire oui la personne là, soit elle veut un peu de nourriture, de l'argent, etc. On peut dire oui, non, etc. Ça peut être des combats, dans ce cas là les combats ça va être un petit peu à la Batman en fait. Alors là, hop, alors là du coup, donc voilà, donc ça c'est un truc que je voulais vous montrer, ça c'est pour les événements aléatoires. Alors attendez, hop, ça a mélangé. Donc les événements aléatoires dans ce jeu, c'est... Bon voilà, j'ai foiré évidemment. C'est du bonto. Et là où c'est super malin, c'est que basiquement, quand vous avez rien de spécial, vous avez 50% de chance de réussite. Donc les cartes, ça va être succès, succès, échec, échec. Mais le jeu, il va prendre en compte toutes vos anciennes décisions, plus l'équipement que vous portez. Donc si par exemple je vais traverser une rivière, si j'ai une armure moyenne, ça va être succès, succès, échec, échec. Si par contre j'ai une armure légère et que je vais essayer de choper un truc au fond de l'eau parce que j'ai vu que ça brillait, et ben ça va sûrement être succès critique, succès, succès, échec. Inversement, si j'ai une armure lourde, ça va sûrement être échec critique, échec, échec, succès. Et ça, j'ai trouvé ça super malin pour éviter les jets de dés où on peut vraiment pas avoir d'interaction. Là, du coup, suivant ce qu'on va avoir, on va vraiment visualiser la modification. Et c'est un vrai bon temps, hein. Si vous êtes assez concentré et que vous arrivez à suivre les cartes, vous pouvez réussir à trouver les balles. Le jeu il est entièrement traduit en français. Et là en fait ce qui vient de se passer, donc c'est dommage en fait j'aurais peut-être dû expliquer ça mais c'est passé un peu vite. Traduit et doublé. Traduit, non, je sais plus. Coty. Si ouais, de nous parler en français je crois. Je sais même plus tiens. Si ouais, enfin ouais. Si nous... Non, je crois qu'il doit nous parler en anglais, mais ça s'écrit en bas. Non, c'est sous-titré, je crois. Je pense qu'il nous parle en anglais quand même. La voix, elle est vraiment bien, donc ça m'étonnerait qu'ils aient fait ça comme ça. Et en fait, le truc rigolo aussi en jeu, c'est que donc je vous ai dit, donc il y a des événements quand on passe de carte en carte. Il y a des événements en fait, ça va être des suites d'aventures dans le jeu. Donc par exemple, on va pouvoir tomber sur un événement où on arrive dans une taverne et on croise un capitaine pirate qui nous dit ah machin, j'ai perdu mon bateau, blablabla, est-ce que tu veux m'aider à le retrouver? Si vous dites oui, le dealer il va faire comme il vient de faire à l'instant, il va mettre un petit jeton dans la coupelle à côté de la bougie là. À la fin de mon aventure, ce jeton-là, en fait, il va me débloquer la nouvelle carte. Et la carte, ça va être la suite. Donc ça veut dire que la prochaine fois que je vais jouer, je vais avoir des chances de retomber sur ce capitaine, mais au lieu que ce soit à la taverne, bah, ce sera peut-être sur le port. Du coup, on va sur le port en train d'essayer de chercher son bateau. Par la suite, on va peut-être l'accompagner pour aller chercher un trésor, etc. Et en fait, il y a plein de mini-histoires comme ça qui sont imbriquées dans le jeu et qui sont super sympas à suivre, en fait, tout simplement. Donc là, par exemple, vous voyez, barre de solitaire. Dans vos voyages, vous rencontrez un visage familier, le jeune homme que vous avez aidé à fuir et que ça a bien aimé. Donc voilà. Donc ça, typiquement, c'est la suite d'une quête. Donc là, il y a un coup, je lui file un coup de main, je l'ai aidé à suivre, je l'ai aidé à fuir avec ça bien aimé. Et maintenant, je le recroise au hasard en fait dans le jeu. Donc là, il me parle, etc.
Si je veux, je peux lui donner des pièces d'or pour une chanson. Ok, voilà. Et du coup, en contrepartie, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une carte VMAX. Donc voilà, donc maintenant je vais avoir 10 points de vie maximum en plus. Donc maintenant, au lieu d'avoir 100 points de vie, j'en ai 110. Donc c'est là que je me rends compte, j'ai oublié d'expliquer ça. Donc en bas à gauche, on voit mes points de vie. Et on voit deux choses importantes. Il y a l'or, qui est un peu important, parce que ça permet soit de soudoyer les gens, soit d'acheter des trucs dans les magasins. Et aussi la nourriture. C'est en fait, à chaque fois que je vais me déplacer, ça va me prendre un point de nourriture. Donc dans le jeu, il va falloir faire attention aussi à ça, de pas se retrouver sans rien. Et j'aimerais bien tomber sur une charité 4 par exemple. Donc là, ça va être... Là, vous voyez sur la carte, il y a un petit symbole doré. Ça veut dire que cette carte-là, d'ailleurs, il vient de la mettre en jeu là. Si je réussis cet événement-là, je vais obtenir la carte. Enfin, je vais obtenir le jeton qui va me permettre d'avoir sûrement la carte Charité 5, qui va être la suite du truc. Donc je peux lui donner de la bouffe si je veux. Donc là, j'ai le choix entre lui donner 1, 5, 10 ou 20 aliments. Objectivement, si je lui donne les 20, je pense que j'aurai le jeton, mais j'ai pas eu du tout envie de faire ça, donc je vais lui en donner 5, voilà. Donc là, il est content. J'avais un petit test. Bon là, du coup, vu que j'ai donné que 5 aliments, j'ai qu'une chance sur 4 de réussir. J'ai foiré, c'est pas bien grave, voilà. Ah, j'ai comme une carte bénédiction, voilà. Donc en gros, maintenant, quand je prends des attaques à distance, j'ai des chances d'étourdir l'adversaire. Mais j'aimerais bien tomber en fait sur un événement de baston pour vous montrer comment ça se passe la baston. Donc là, en gros, je viens de sortir de l'étage. Donc comme je vous disais, en fait, chaque étage, elles sont représentées par les cartes. Donc j'ai commencé en bas à gauche, là je suis arrivé en bas à droite, donc là je peux m'enfuir et passer au niveau suivant. Et en fait, je veux juste au moins montrer un combat pour montrer le système en fait. En gros, le système de combat, c'est un peu comme du Batman, encore un peu plus simplifié. Donc c'est du beat'em all 3D où vous allez avoir une touche pour taper, une touche pour contrer, une touche pour esquiver. Et après, des fois, vous allez pouvoir récupérer de la magie, ce genre de choses en jeu. Sachant qu'on a un inventaire aussi, que j'ai pas montré, donc avec votre arme, votre armure, les bénédictions, les malédictions, votre casque, bouclier, artefacts, bijoux et gants. Donc c'est vraiment un peu comme un RPG en fait, au fur et à mesure vous allez choper de l'équipement durant votre aventure. Et bah là, Hall du Roi Mort, je pense qu'il y aura de la baston. Là, piocher de cartes monstres. Hop. Donc sachant qu'à chaque fois, quand on dit piocher de cartes monstres, au début on commence avec un deck où les monstres ils sont vraiment basiques. Et à chaque changement d'étage, le dealer il va ajouter des cartes de plus en plus dures en fait, voilà, tout simplement. Je vais essayer de les prendre par surprise, on verra bien. Voilà, grande réussite, donc du coup là c'est bon. Donc je pense que je vais pouvoir... voilà. Donc comme là j'ai fait un succès critique, je peux supprimer un des deux directement, voilà. Et je vais combattre donc contre le 2 de sable. Alors 2 de sable c'est des bandits en fait, qui sont pas terribles, hein, clairement. Voilà. Donc alors, voilà, tu vas pouvoir répondre du coup en même temps à la question de Sky Willy, qui n'a pas lu ton test, c'est étrange. Et je l'ai pas testé, enfin, je l'ai pas écrit. Il y a peut-être un message dans cette question en même temps. Et il veut savoir, peut-on passer les combats qui sont répétitifs, il imagine, vu que c'est des combats? Non, on ne peut pas passer les combats. Donc vous voyez, quand il y a une petite aura verte qui apparaît au-dessus, c'est que je peux contrer. Donc voilà, par exemple là vous voyez, j'ai mis un coup de bouclier, voilà. Hop, j'intercepte et voilà. Et en gros, ça va être tout comme ça les combats, ça va être soit du vert quand on peut contrer, soit du rouge quand on est obligé d'esquiver. Sachant que basiquement, le rouge c'est surtout les boss en fait. Donc au début, les combats sont faciles et plus ça va avancer, plus ça va être difficile. Si je devais donner un des petits points faibles du jeu, je pense que ça serait vraiment ça. Au niveau du système de combat, il fait le taf, mais on sent que voilà, ils n'avaient pas plus de moyens pour faire un truc encore mieux, quoi. Au bout d'un moment, effectivement, les combats c'est un peu répétitif, et en fait, ça bascule vite de c'est trop facile à c'est trop dur. Dans le sens où vous avez le système de contre et d'esquive, c'est relativement simple quand vous n'êtes pas trop en manche avec votre manette. Mais du coup, pour augmenter la difficulté, en fait, le jeu il va surtout mettre de plus en plus de mobs. Et au bout d'un moment, ça va être, vous êtes quasiment stun-lock, enfin, vous vous retrouvé avec entouré de 10 personnes qui vous tapent dessus et vous passez votre temps à contrer, vous êtes un peu bloqué, c'est un peu galère pour ça. Mais sinon, le système en lui-même, il marche pas mal, quoi. Mais en gros, voilà, moi, c'est pour ça aussi que pourquoi le jeu c'est un peu un des coups de cœur 2015, je pense c'est aussi parce que je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais vraiment au jeu de cartes et je me suis retrouvé face à un espèce de livre dont vous êtes le héros où
où vraiment on se prend dedans parce que je vous assure que la petite relation avec le dealer en face, elle est vraiment sympa, et vous avez envie d'aller plus loin pour voir en fait comment il va réagir. Des fois, il vous parle d'anciennes parties en fait. Des fois, vous relancez le jeu, il vous dit ah machin, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tu te rappelles la dernière fois, machin, t'es mort là-dessus. Enfin, vraiment, il se moque de vous tout le temps, c'est super sympa, et puis surtout, il y a plein d'événements en jeu. Ils ont sorti un DLC en avril, je crois, qui doit coûter 5 € il me semble. Et truc cool, ils l'ont filé gratos pour ceux qui avaient backé sur Kickstarter, ce qui est plutôt sympa. Et là pour Noël, en fait, ils ont sorti 4 petites mises à jour. En fait, c'est 4 mini-4, donc ce que je vous disais tout à l'heure, les suites de 4 vraiment internes au jeu. Ils ont offert ça gratos en fait, à partir de fin novembre jusqu'à il y a 2 semaines. Ils ont sorti une mini-4 toutes les 2 semaines. Et donc voilà, et là ils bossent sur le 2, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner le 2. Je pense qu'ils vont, enfin j'espère en tout cas qu'ils vont bosser encore mieux les combats. Même si honnêtement je vous dis, hein, ça fait le taf quand même, hein, c'est pas catastrophique, mais ça aurait pu être mieux. Et ouais, j'espère qu'ils vont garder cette ambiance-là et faire encore plus d'événements, plus de choses, voilà. Et je pense que j'ai dû dire à peu près tout ce que je voulais. Bah, si vous voulez, regarde, je peux abandonner, juste pour vous montrer comment quand ça débloque en fait. Si je veux abandonner, vous devez terminer votre rencontre actuelle, mais j'ai terminé la rencontre. Ah non, d'accord, pardon. Faut que, oui, d'accord. Hop. Donc là, je chope des cartes gains parce que j'ai fini ma rencontre. Donc j'ai récupéré des pièces d'or, j'ai récupéré des points de vie, j'ai récupéré un équipement. Donc voilà, j'ai l'anneau du pierre maintenant que. Voilà, donc à chaque fois que j'aurai une carte gain, j'aurai une pièce d'or en plus et 2 points de vie. Donc, très bien. Hop. Là, je vais abandonner juste pour vous montrer en fait le système pour débloquer les cartes. Ça fait un peu penser à Hearthstone en fait quand on a terminé la partie. Et sauf que comme j'ai abandonné, est-ce que si c'est bon, voilà. Donc là, comme j'ai terminé la partie, il y a un événement qui avait un jeton que j'ai terminé. Donc voilà, donc je clique dessus, hop, ça explose. Et voilà. Et donc maintenant j'ai la suite de la quête. Et donc ça c'est une des quêtes de Noël. Donc elles ne sont pas encore traduites parce que je veux pas dire de conneries, mais il me semble que la traduction elle doit être amateur. Parce que c'est pas encore traduit en français là. Voilà. Donc la prochaine fois que je vais jouer, je vais pouvoir avoir la suite de la quête du Minotaur blanc. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions ou pas. Je vais lire le chat parce que finalement j'ai absolument pas lu pendant que je parlais. Alors moi j'ai eu l'occasion d'y jouer, et j'ai été vraiment bluffé par l'immersion qu'on pouvait avoir dans le jeu. Effectivement, la voix du narrateur et la qualité graphique aussi des cartes, on a trop envie qu'elles existent. Et, ouais, les cartes sont belles. Ouais. D'ailleurs, sont... je peux en montrer quelques-unes à la limite parce que donc là en mode infini, donc on peut. Ah oui, ça j'en ai pas parlé, c'est intéressant aussi. Donc en mode infini, on peut rien paramétrer, on y va. Enfin, si on peut choisir sa classe de perso au début, mais bon voilà. Et par contre, en fait, en mode histoire, ça c'est sympa aussi. Vous pouvez construire votre deck en fait. Vous allez faire un deck équipement et un deck rencontre. Donc ça veut pas dire qu'il y aura que ça que vous allez rencontrer, mais il y aura au moins vos cartes qui sont susceptibles d'arriver. Sachant que le dealer il met toujours les siennes, sinon c'est pas rigolo. Voilà. Donc là par exemple dans l'équipement, voilà. Donc j'ai tout ça, j'ai débloqué toutes ces armes là que je peux inclure dans mon deck. Et ce qui veut dire que dans le jeu, si par exemple on me dit bah, tire une carte arme, ça sera pioché là-dedans. Et sachant que quand c'est des armes, enfin quand c'est des objets que j'ai déverrouillés mais que j'ai pas encore vus, je peux pas encore savoir ce que c'est. Par exemple si je fais inspecter, il faut que je la trouve en jeu pour avoir les stats de la truc. Quoi. Et voilà, les cartes elles sont assez sympas. Et vous avez la même chose pour les cartes rencontres, où là aussi vous pouvez du coup paramétrer un peu ce que vous voulez ou non voir dans le jeu. Voilà. Et à chaque fois, il y a le petit texte. Mais puis ouais, c'est bien écrit, hein, franchement. À chaque fois, le petit descriptif, enfin, pour moi, c'est vraiment du livre dont vous êtes le héros illustré. Quoi. C'est vraiment, vous arrivez sur une carte, c'est le petit paragraphe avec ce qui se passe au moment-là, et vous avez des choix à faire, parler aux gens, vendre, etc. Et vraiment, ça marche très très bien. Je sais pas s'il y a l'un de vous qui a pu le tester, qui a un avis sur le jeu. Ouais, moi j'y ai joué aussi. Je suis pas aussi emballé qu'Aurélien. Mais je trouvais ça sympa. Moi aussi, je m'attendais pas du tout au mélange jeu de cartes et beat'em all. C'est cool d'avoir essayé de faire comme Batman, parce que Batman c'est le meilleur beat'em all qui soit. Mais ils ont pas tellement réussi à le faire, quoi. Enfin, c'est quand même beaucoup moins bien que Batman au niveau des combats. Notamment parce que beaucoup moins riche, mais pas seulement, aussi dans l'équilibrage et la façon dont c'est développé.
Et ouais, moi aussi, ça m'a rappelé mes souvenirs de lecteur de livres dont vous êtes le héros, mais j'ai plus 15 ans, quoi, ou 12 ans. Donc, comme c'est écrit à peu près comme les livres dont vous êtes le héros que je lisais quand j'avais 12 ans, c'est rigolo, mais voilà, le dealer, d'accord, ses personnalités, c'est pas trop mal, c'est sympa, mais bon, ça m'a pas défoncé non plus, quoi. Et par contre, du coup, je lis sur le chat qu'il n'y en a pas qui aurait préféré sans les combats. Moi, clairement, ça fait partie des choses qui font que je préfère ce jeu à un autre, en fait. Le fait que, justement, c'est les combats dynamiques. C'est après, bon, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je suis pas du tout fan des combats, enfin, du tour par tour, hein. Bien souvent, ça m'emmerde. Et le fait que ce soit du beat'em all, ça m'a beaucoup plu, hein. Même si, effectivement, comme je l'ai dit, au bout d'un moment, enfin, déjà, voilà, le mode baston, il est pas spécialement riche, etc. Et au bout d'un moment, c'est un peu répétitif. Je préfère 10 000 fois ça que faire un truc où on va dire attaquer, défendre, etc. quoi, clairement. Ok. Bon bah écoute, si t'as fini, on va pouvoir passer à Patard Carbonade. Ok. Qui va pouvoir nous délivrer les secrets de sa recette. Enfin non, pardon, de ton jeu. Bah, en plus, ça parle de bouffe. Donc, pour changer. Alors attends, je vais couper ce live. Enfin, le live de... Ah oui, d'accord, ouais. Je veux parler et on me muselle. Et je vais mettre la vidéo du jeu que tu as choisi de nous présenter. Oui, alors j'ai choisi... Enfin, je vais expliquer un petit peu aussi le contexte. C'est que l'année 2015 n'a pas été très riche pour moi au niveau découverte de jeux indés. Parce que les études, le travail, tout ça, donc j'ai pas beaucoup joué. Et donc j'ai découvert Moldon Pizza Deluxe très récemment. Et c'est vrai qu'il était cool ce jeu. Il est déjà très mignon, j'aime beaucoup la DA. Et ça parle de bouffe, donc c'est cool. Donc je l'ai acheté vraiment tout de suite dès que j'ai vu une vidéo sur Steam. J'ai trouvé par hasard, je crois. Et quand j'ai vu le trailer, je fais bon, je vais l'acheter tout de suite. Et donc en fait c'est un jeu qui a été fait par un studio coréen, donc BTN Café. Et donc en fait c'est un jeu qui est à la fois jouable sur tablette, enfin tactile en tout cas, je pense que c'est quand même plus optimisé sur tablette que téléphone. Et donc sur Steam aussi. Et il est pas très cher en plus, il est en solde en ce moment. Et donc en fait le but de Moldon Pizza, c'est en fait on incarne des petites moisissures qui commencent à apparaître après quelques temps qu'une pizza soit sortie dehors. D'ailleurs j'aime beaucoup les animations des petites moisissures bleues là. Et donc en fait on doit attaquer justement la part de pizza progressivement pour que la pizza devienne immangeable. Et donc il y a beaucoup de niveaux où donc en fait on doit progresser avec les moisissures qui ont différents types. Bon là par exemple là on a vu la moisissure de base là, la petite verte, et en fait il y en a plein. C'est un peu comme un Plante contre Zombies où en fait on joue les zombies quoi, tout bêtement. Par contre c'est très 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 difficile comme jeu. Je saurais pas vraiment expliquer pourquoi c'est si difficile. Je pense que c'est parce que le gameplay doit être... on doit être très très rapide en fait quand on joue à ce jeu. C'est-à-dire que le niveau commence tout de suite et on doit vraiment balancer tout ce qu'on a comme armée de moisissures. Et le fait, la petite jauge d'eau en fait c'est j'arrête pas de dire la monnaie, c'est un peu l'énergie en fait. C'est on dépense cette jauge d'eau pour mettre les petites moisissures sur le terrain. Et en fait, on est tout le temps à court d'eau, en fait. Donc pour gérer ça, c'est une tannée. Et pendant ce temps-là, donc il y a les petits conservateurs là qui nous attaquent. Et enfin, c'est vraiment à pleurer au niveau de la difficulté. Mais je trouve ça très cool, en fait. Donc voilà. C'était un petit jeu où, du coup, il n'y a pas grand-chose à dire, effectivement. Si, il y a quand même du PVP, et j'ai trouvé ça intéressant. C'est que
c'est pas vraiment. Enfin, il y a des trucs vachement intéressants. C'est pas que du solo tout bête, quoi. C'est vraiment. Alors, le PVP, c'est pas exactement le fait d'avancer dans les niveaux et donc de battre l'autre. Je crois que c'est des combats. J'ai pas pu tester, malheureusement. Je devrais tester avec Helmut, d'ailleurs. On devrait tester. Puisqu'il l'a aussi. Effectivement, ça doit être assez intéressant à voir comme gameplay parce que du coup ça varie pas mal, je pense. Donc je pense que les mecs ont vraiment bien travaillé la variété de jeux possible. Et du coup aussi, ils ont beaucoup misé sur la compétitivité. Dans le sens où, je sais pas si on a vu, du coup, on a vu un leaderboard en fin de niveau où tu vois le temps que les meilleurs joueurs ont mis pour finir les niveaux. Déjà, tu te demandes comment ils ont fait parce que c'est juste terrible. Quand tu joues, t'es juste content d'avoir fini le niveau, même si t'as pas fait des miracles. Enfin bref. Et essayez-le quand même si vous pouvez. Enfin, mais ça va pas se voir sur la vidéo là qu'on est en train de regarder, mais c'est vraiment très dur. Et donc voilà, on voit les petits leaderboards. Et donc j'ai trouvé intéressant ça aussi de proposer comme ça du scoring, etc. Je sais pas, quelqu'un disait quelque chose peut-être. Comment ? T'arrives jusqu'à quel ingrédient sur la pizza? Alors moi je suis qu'au monde 2. Le monde 2 c'est quoi déjà? Alors le premier c'est le brocoli je crois. Et le deuxième, je me souviens plus. Je sais plus, c'est un champignon, je crois. Oui, c'est champignon, ouais. champignon. Et alors, et déjà, quand t'arrives au monde 2, t'es super content. Là, je suis au 2-10, je crois. J'ai un peu avancé aujourd'hui. Et donc, je crois que enfin, je sais pas combien de mondes. Il y a une dizaine de mondes, je crois, il y a 190 niveaux. Oui, c'est ça, 192, j'ai vu, ouais. 192 niveaux. Et j'ai vu aussi sur des images que le monde de l'olive, par exemple, il doit y avoir des nouveaux systèmes de jeu où tu dois pousser une petite rondelle d'olive. Je suis pas sûre parce que c'est juste une image, donc j'ai interprété ça comme ça. Mais il y a peut-être moyen qu'il y ait encore plus de trucs à faire dans les prochains mondes, quoi. Mais déjà, arrivé au niveau 2... Tes moisissures, elles ressemblent un peu à des herbes, je trouve. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est l'influence coréenne qui fait ça? Non, ouais. Enfin, quand tu vois la difficulté du titre et que c'est vachement orienté sur le clic. Ouais, ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est clairement coréen, quoi. C'est un jeu pour APM, en fait. À fond. Parce que là, donc ça se peut jouer au tactile, donc j'ai pas testé le tactile, je sais pas trop ce que ça vaut. Le clic, ça me paraît le plus jouable. J'ai essayé la manette ce matin, c'était pas possible. Le stick analogique est pas bien optimisé, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais c'est juste injouable. Donc vraiment, la meilleure solution, c'est de cliquer comme un taré. Ça doit être idéal avec une tablette Wacom rétro-éclairée. Ouais, franchement, je sais pas du tout ce que ça vaut sur tablette. Je sais pas ce qui est le plus optimisé entre le tactile et le clic. Pour moi, la souris, pour l'instant, ça me paraît être le meilleur deal pour ça, quoi. Mais là, on est qu'au début du jeu, donc on voit que deux styles de moisissures. Mais bon, comme on peut deviner, il y en a plein. Attends, j'avance. Je sais pas si ça change quelque chose après. Ah non, ça a l'air d'être un peu... Oui, c'est identique, il y en a que deux. Parce que je crois que j'ai vraiment pris un gameplay de début de jeu, de début du monde, ou je sais pas quoi. Et donc c'est au fur et à mesure tu gagnes des nouvelles moisissures. Enfin, c'est vraiment style... Enfin, ça fait vraiment penser à Plante contre Zombie, un peu dans le style comme ça. Et donc, du coup, en parlant, j'ai pas trop regardé le chat non plus. Je vois Celdel qui demande s'il y a de la stratégie. T'as pas le temps d'avoir de la stratégie. Enfin, tu te fais marave et tu commences à comprendre. Enfin, le jeu te l'amène bien quand même. C'est quand même bien expliqué que certains types de moisissures va être efficace contre certains types de conservateurs. Mais ça va tellement vite. Quand les trucs t'arrivent sur la tronche, tu sais plus ce que tu dois faire et tu dois vraiment savoir vite fait à peu près qui tu vas mettre en premier et combien tu vas en mettre selon la jauge que tu auras. Mais faut au moins, je pense qu'il faut au moins crever une fois par niveau pour savoir ce qui t'attend et donc agir en conséquence parce que
tu peux pas avoir de stratégie vraiment, c'est vraiment de la réactivité. Tu passes combien de temps par jour? Là, j'ai rejoué aujourd'hui. Là, j'ai pas tellement beaucoup joué, mais c'est pas vraiment parce que je m'y ennuyais, c'est vraiment parce que j'avais pas plus le temps que ça, mais en fait, je le trouve vraiment cool. Enfin, tu rentres vraiment vite dans le jeu, je trouve. Est-ce que c'est le genre de jeu où, à force d'y jouer, tu te prends pour une moisissure toi-même ou pas? Non, pas vraiment. Tu sais, tu vois la vie en moisissure et tout. Mais du coup, c'est marrant parce que tu vois, par exemple, si tu laisses un truc un peu pourrir dans ton frigo, tu vas penser à ça, tu vas dire ah c'est trop mignon. Et en fait, non, c'est dégueulasse. Et voilà. T'as envie de t'acheter un microscope pour vérifier? Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, voilà, il y a le petit champignon parapluie là qui est juste trop chou. Et voilà, donc qui est efficace par exemple contre les attaques à distance. Et donc voilà, c'est des trucs comme ça. Ça ressemble un peu à des chats quand même. Ouais, bah, en voyant que le studio était coréen, je fais bah oui, c'est normal. Enfin, c'est vraiment dans la culture d'être un jeu hyper hard et super mignon en même temps, quoi. Enfin, je sais pas. Du coup, qui est-ce qui a joué à part toi sur Il y a moi du coup, c'est c'est pas dur, c'est Cyrielle qui me l'a vendu et bon, ça a pas été difficile pour les gens qui me connaissent. Donc, ouais, j'avais maté une vidéo sur le net, je vois la petite intro kawaii, je vois le jeu de stratégie, truc machin, je me suis dit ouais c'est cool, ça a l'air d'être un bon petit jeu casu. Et moi j'aime bien ces petits jeux, j'ai mon petit rituel de dimanche matin quand je bois mon Nesquik avec ma tartine, j'aime bien jouer à des petits jeux qui me vident la tête et je me suis dit tiens ce petit jeu là ça pourrait le faire. Et je commence à jouer, je fais 2 niveaux et je me dis oh putain en fait c'est hardcore quoi. Et le jeu est vraiment dur quoi. Mais genre là je sors de Bloodborne, c'était une partie de plaisir face à ça quoi. Et en fait c'est ça qui est super, qui est contradictoire et qui à la fois est plutôt cool dans le sens où bah c'est vraiment un jeu dur, mais tu sens que c'est pas non plus ultra injuste parce que t'as l'impression que t'as une espèce de stratégie gagnante même s'il faut être ultra rapide. Et il y a beaucoup de contenu quoi. Enfin, je veux dire, je pense même pas avoir gratté le truc et puis il y a tellement de niveaux, il y a encore un mode hard derrière. Et quand tu regardes, il y a des classements en ligne et il y a des classements mondiaux des gens qui ont fini le jeu. Et dans le classement, il y a que 10 personnes. Donc ça veut dire qu'il y a que 10 personnes au monde qui ont fini le jeu quoi. Et je sais pas, il est sorti il y a quelques mois quand même. Donc, il est sorti en septembre, le 25 je crois, 25 septembre, en tout cas sur Steam. Je connais pas la date officielle. Donc ouais, faut que c'est... Les chiffres Steam Spy sont pas... Les chiffres Steam Spy en dessous d'un certain chiffre, ils sont pas très fiables. Et ils ont une estimation à 600. 600 ventes, c'est ça? Ouais. Mais ça franchement, tu pourrais les ventes sur ton CV que t'as fini le jeu, quoi, parce que... grave. c'est vraiment... waouh. Effectivement, les trucs comme Bloodborne Dark Souls à côté... Il y a du multitouche ou pas? J'espère, mais... Non, parce que ça doit beaucoup changer de gameplay si tu peux... Ouais, c'est sûr. Bah, il faudrait peut-être essayer de voir la version mobile, je sais pas, mais en tout cas... ça se joue bien au clavier souris, mais c'est curieux parce que c'est mignon, ça a l'air d'être un jeu casu avec une progression, des petites étoiles à gagner, etc. Mais en fait, c'est vraiment, c'est un vrai gros jeu, quoi. Je pense que c'est ça le piège, c'est le coup des étoiles. En fait, c'est bizarre, mais ouais, t'as l'impression de jouer à Angry Birds, en fait. Ouais, voilà, il y a le petit côté Candy Crush, mais en fait, pas du tout, quoi. Tu te prends des tatanes dans la tronche. Ouais. Et je vois la question de Benoît qui demande le système style pierre-feuille-ciseaux. Je vois pas trop en fait à quoi ça fait allusion le pierre-feuille-ciseaux. C'est que les ennemis, etc. Enfin, il y a toujours un point faible et une attaque qui va dessus. Ouais, c'est un peu le cas. Enfin, en tout cas, jusque là où je suis allé. Tous les RTS. Ouais, jusque là où je suis allé, en tout cas, oui, il y a chaque ennemi a son point faible et enfin,
Et donc du coup, c'est à toi de gérer un peu qui tu vas envoyer selon ce que tu vas avoir comme ennemi. Donc il y a quand même un petit côté stratégie, mais ça va tellement vite que la stratégie, tu te la prends un peu dans la figure quand même si t'es pas prêt, quoi. Ah, c'est marrant, ça me fait penser à ce décalage entre l'aspect visuel et la difficulté. Ça me fait penser à un autre jeu de 2015 qui est pour le coup beaucoup plus connu que celui-là, c'est Ori and the Blind Forest. Ah, il est dur? Je l'ai pas fait. Je voulais... Ah bah ouais, comparé à ce que tu pourrais t'imaginer en voyant le personnage et oui. Alors ouais, moi, il est pas forcément toujours dur pour les bonnes raisons. Mais Ori and the Blind Forest, ouais, c'est assez balèze. Ouais. D'accord. Tu sais, une autre vidéo où il y a plus de mycoses. Non, c'est bon, j'en ai pris une au hasard. Un peu courte, mais... Ouais. Mais là, c'est vrai que c'est le début du jeu, donc on voit pas trop toutes les possibilités. Alors ça, c'est la petite vidéo trailer que t'as en intro et du coup en trailer, et c'est ça qui m'a fait acheter le jeu, quoi. Et ça, c'est à peu près le niveau où j'en suis. Avec les trucs de poison, là. Donc t'as tous les champignons. Voilà, t'as plein de trucs, là. Mais je crois que le gars, il a fini le jeu. Là, c'est le truc que je connais pas. T'as du tout, hein. Mais voilà, c'est tellement bordélique. Et c'est drôle, c'est difficile, mais c'est pas difficile dans le mauvais sens, quoi. C'est difficile, mais c'est pas bête et méchant. En tout cas, je le ressens pas comme ça. T'arrives toujours à progresser. Un petit peu. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, j'ai jamais été vraiment bloqué sur un niveau. Il y en a un que j'ai recommencé quand même plusieurs fois et j'ai quand même un peu regardé une vidéo pour dire mais comment il fait, parce que c'est pas possible. Mais sinon, ça me gêne pas plus que ça de faire ça. Donc si ça gêne d'autres personnes, peut-être que... Enfin, je sais pas. Je sais pas si c'est moi aussi qui ai du mal à assimiler l'information pour dire ah ouais, je vais faire comme ça. Ah, il y a des boss aussi, ouais. Il y a des boss. Les combats de boss, ils sont cool. Ouais, ils sont vraiment cool. Ah, j'en ai fait qu'un seul, ouais, de boss, du coup. Et tu dis, si déjà le jeu est comme ça, tu dis les boss, mais c'est pas possible, quoi. Et en fait, ça va. J'adore la mouche géante. Ouais, c'est dans la thématique. Ok. On va faire une petite pause. Si tu as fini, Patard. Oui. Donc on va faire une petite pause jeu pour gagner des jeux, puisque c'est Noël. Et la tradition veut enfin la tradition en général à Noël, hein, parce que la tradition d'Indie Dev Lounge n'est pas encore établie. Mais donc on va essayer ce soir d'offrir des clés en évitant le problème qu'on a eu la semaine dernière. Donner les clés à Thomas. Non mais donne-les lui directement. Alors, du coup, Mais cela dit, Patard, tu l'as vendu à 2 personnes. Il y a Skywilly et Chris Monarch qui sont avec ce ultra. Je ne touche pas de royalties sur les collusion. Non. C'est pas mal quand même. S'il y a que 600 personnes qui l'ont, là, tu viens de faire 2 ventes, les mecs vont être contents. Ouais. Moi, franchement, je le trouve vraiment. J'ai pas trop poussé, mais je le trouve vraiment. Les mecs demain matin, ils vont regarder leur stats Steam, ils vont voir un bond de 3 ventes. Oh mon dieu! Bon, alors, comme on a parlé de collusion tout à l'heure, avec Stereden, on vous propose de gagner une clé pour Stereden. Donc pour participer, ça va être très simple. Il faut écrire dans le chat Stereden, si tout marche correctement. Okay. Donc si vous voulez jouer, vous écrivez Stereden, donc S-T-E-R-E-D-E-2-N. Ah bah, ça aurait pu être le jeu de savoir comment ça s'écrit. Il y en a qui parlent breton ou pas? Sur le chat, probablement, oui. J'ose espérer. Du coup, ça donne des bonus pour écrire Stereden. Ah, je veux voir si Valerion va oser jouer. Stereden. Il déconne. Attends. Et... Tu vas avoir un gagnant. C'est Tony Chardin, ok. Ah oui, mais... Je voulais la faire, mais... Ah, ça y est. Bestiaux, si ça marche pas...
Et réécrivez-le hein, avec un S majuscule. J'ai que 2 personnes qui ont été... Toi, si ça marche pas, tu vas pas commencer à m'accuser, quoi. Ouais, bien sûr que si. Ah, je comprends pas, je fais n'importe quoi, c'est de ta faute. Ah, non. Oh, il y a Valerion qui fait le malin à l'écrire au pluriel, c'est ça? Non, Stérédénou, c'est le pluriel ou c'est... Faut l'écrire de cette manière. Tu fais un petit copier-coller là. Allez-y, hein, profitez-en. Il y a presque personne. Il y en a 7 qui ont réussi à l'écrire correctement. Je vous laisse encore 10 secondes. Et puis il y a le tirage au sort qui aura lieu. La chaîne. Ah, puis ça, c'est les signatures, les chaînes qui participent, les membres et tout. Collision. On se donne les jeux entre nous. Alors, allez hop, je roll. On va voir. Ça, c'est magnifique. Ah merde, il y a Valerion. Non, c'est bon, j'ai pu le virer. Donc, le gagnant est Cosmos Dash, qui avait, je crois. Encore Ouais, exactement, il avait gagné déjà la dernière fois. Mec qui a de la chance. Alors, Cosmos Dash, hop, on va faire un petit wisp. Ah bah au moins lui il va revenir toutes les semaines. Hein. Fidélisation. C'est ça. C'est truqué. Promis, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de truc. Hein. Je revends pas les clés sur G2A en faisant semblant de les donner toutes après à Cosmos Dash. Bon, du coup, on peut passer à la suite avec toi, Thomas, enfin Icotom. Oui. Si tu es prêt, si ton stream est prêt. Moi je suis prêt. Alors. Donc, on voit ton stream. C'est bon. Alors. Je vais parler de Armello. Alors Armello, c'est un jeu développé par des Australiens. Et c'est un... Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce jeu c'est pas forcément mon jeu préféré de toute l'année, toute catégorie d'enfants confondus. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est un jeu qui essaie des choses un peu différentes. Et Armello, c'est un jeu de plateau. Et c'est pas le portage d'un jeu de plateau en jeu vidéo. C'est un jeu qui n'existait pas, qui a été prototypé en jeu de plateau, mais qui a jamais existé en jeu de plateau et qui n'existe qu'en jeu vidéo. Et il y a un certain nombre de principes qu'on trouve dans les jeux de plateau. Quand on passe dans le jeu vidéo, on va les zapper, on va les faire différemment. Et Armello, ils ont vraiment pris à bras le corps le concept et ils ont dit non, c'est un jeu de plateau digital à tous les niveaux. Et ça me plaît pas mal. Je vais lancer une partie solo pour montrer un peu les principes et je vais expliquer comment ça fonctionne. Hop, je vais faire sauter ma partie en cours. C'est bon, ça marche le stream ? Très bien. Ok. Donc on choisit un personnage au début. On peut pas avoir le même personnage qu'un autre joueur. Il y a des clans. Donc le principe c'est qu'il faut sauver le royaume d'Armello, dont le roi est corrompu. Le roi forcément c'est le lion. Donc on va représenter un autre clan. Et les clans, il y a le clan des rats, le clan des lapins, les loups et les ours. On va essayer de sauver le royaume d'une façon ou d'une autre et d'aider la personne qui sauve le royaume et pas les autres. Je vais prendre le loup. On a des caractéristiques qui influencent ses capacités dans le jeu, donc du combat, des points de vie, la présence d'esprit qui donne le nombre de cartes qu'on a en main, la spiritualité qui donne le nombre de points de magie. Et chaque personnage est unique, a une capacité spéciale dans le jeu. Donc, par exemple, Solcha, la femme rat, elle est de nuit, elle est invisible. Le loup, quand il joue des cartes pendant les combats, les cartes épées ne sont pas bloquables. Donc il fait des dégâts quoi qu'il arrive avec les cartes épées.
On peut choisir ses dés. Alors, la seule chose que ça fait, c'est d'avoir des dés d'une couleur différente. Donc voilà, j'ai les dés Early Access, donc je vais utiliser mes dés Early Access. Là, ça génère automatiquement des NPC parce que c'est une partie solo. Dans chaque partie, on amène des bijoux qui vont modifier encore une fois ses capacités dans le jeu, qu'on débloque au fur et à mesure. Alors ça dit quoi? Je vais prendre l'Onyx et je vais prendre le talisman qui me donne +1 en présence d'esprit pour pouvoir avoir plus de cartes dans le jeu. Donc ça se présente comme un jeu de plateau avec des hexagones. Chaque hexagone a un type de terrain avec ses capacités particulières. Alors aussi, je trouve le jeu très beau. J'aime beaucoup la direction artistique. Il y a un petit côté de cape de croc. C'est très bien fait. C'est très souvent mis en avant par nos camarades de Unity parce qu'ils aiment bien ADA. Et donc voilà, on se lance dans le jeu. Donc il faut que je choisisse une quête. On a toujours une quête en cours. Les quêtes sont assez importantes. Elles permettent d'augmenter les statistiques de base de jeu. C'est un peu le seul moyen de progresser. Je vais prendre celui-là. Et donc cette quête crée la dynamique du jeu, c'est-à-dire qu'il y a une case, il faut que je me rende pour remplir ma quête. Et du coup, au fur et à mesure du jeu, je vais devoir me rendre sur différentes cases qui sont souvent à l'opposé de là où je suis sur le plateau de jeu. Donc il faut que je traverse le plateau de jeu, que je croise les autres joueurs, que j'interagisse avec eux. Hop, j'ai zoomé en arrière, on peut zoomer en arrière, donc on voit vraiment le côté jeu de plateau. Donc ça, c'est les plaines, elles sont rien de particulier. Ça, c'est un marais. On perd de la vie quand on va sur les marais. C'est un cercle de pierre, on gagne de la vie quand on va à un cercle de pierre. Les montagnes, quand on est attaqué, on a plus en défense, mais ça prend 2 points d'action pour s'y rendre. Les villages, c'est assez important. C'est à chaque aube, on gagne de l'or pour chaque village qu'on contrôle. En plus de on a toujours au moins la forteresse de son clan qui rapporte des points et qui rapporte de l'or. Il y a les donjons. Qui permettent d'explorer, de gagner certaines cartes, les forêts, c'est la dernière case. Les forêts, on est caché la nuit. Voilà. En sachant qu'en plus de tout ça, il y a des cartes qui ne sont jouables que sur certains territoires, etc. etc. On voit voir que sur certains terrains, il y a un petit drapeau avec une tête de mort, une tête de lapin de mort, avec plus ou moins de symboles dessus. Donc ça, c'est un difficulté 3, je crois, parce qu'il y a une petite couronne. Quand il y a un symbole comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un péril, et qu'il faut affronter le péril, il faut lancer les dés pour les affronter. À côté de ça, j'ai des cartes. J'essaie d'aller assez vite sur l'explication des règles. Donc là, j'ai j'ai trois types de cartes dans ma main. J'ai les cartes rouges qui sont les cartes de cunning, de roublardise, je dirais. Donc ça, c'est je joue ça sur un péril. En fait, j'envoie quelqu'un pour en éclaireur et me sacrifier pour prendre le péril plus facile à affronter. Excuse-moi, je vois pas bien, elles sont animées les cartes? Oui. D'accord. Tu vois, il y a une petite animation. Il y a une petite animation, tout à fait. Alors chaque carte a aussi un symbole ici. Quand on lance les dés, on peut sacrifier une carte pour ne pas lancer un dé et avoir automatiquement ce résultat sur le dé. Donc ici, c'est une carte de bouclier. Si je suis un combat et que je veux pas perdre, je sacrifie cette carte et j'ai un dé qui automatiquement fera un bouclier. Chaque carte a un coût, donc celle-là elle coûte de l'argent, elle coûte une pièce d'or, j'en ai 5 pour le moment. Elles sont ici mes pièces d'or. Il y a les cartes d'équipement qui sont comme ça. Alors je vais la prendre, ça c'est, on peut avoir jusqu'à 3 cartes dans son inventaire, donc ça va me donner des bonus au combat. Influence obscure. Donc ça c'est alors, ça fait quoi celle-là? Ça c'est un sort en fait. Et en gros, j'envoie ça sur quelqu'un d'autre, ça lui fait une pourriture. C'est une carte pour embêter les autres joueurs. Par contre, elle coûte 4 points de magie. C'est-à-dire que mon personnage qui a 3 en spiritualité, il aura du mal à lancer ce sort. Il faudra que je récupère des points de magie d'une manière externe. Et puis j'ai une autre carte de roublardise avec des mercenaires que je peux jouer sur une case. Et s'il y a quelqu'un dedans, il perd un point d'action, il perd 2 points de santé. S'il n'est pas dedans, ça fait un péril. Donc quelque chose à affronter comme ça. Et s'il échoue à affronter le péril, il perd 1 point d'action et 2 points de santé. Et ça coûte 3 à placer sur la carte. Je vais me déplacer sur la carte et je vais laisser les NPC jouer. Comme ça me permettra d'expliquer les autres principes du jeu. Donc là, ils vont se déplacer, ils vont dépenser leurs sous, ils vont faire plein de choses. Le but du jeu, c'est de remplacer le roi ou de le guérir. Il y a 4 façons de gagner le jeu.
soit on récupère 4 pierres de lune qui apparaissent à différents endroits sur la carte ou qu'on peut récupérer en faisant des quêtes et rentrer dans le palais et affronter le roi avec les pierres de lune. Auquel cas le combat est automatiquement gagné, il est guéri et la corruption n'est plus dans le royaume. Deuxième option, on affronte le roi en combat, on le tue et on remplace le roi par la force. C'est la victoire par combat. En sachant que le roi il est très fort, il a beaucoup de points de vie et il a des cartes d'équipement très puissantes qui sont assez. Il nécessite d'avoir collecté un certain nombre de choses avant d'aller se friter. La troisième type de victoire, quand on remplit des quêtes, on gagne des points de prestige. Quand on tue d'autres joueurs, on gagne des points de prestige. Et quand on tue les fléaux, qui sont des créatures horribles, maléfiques qui apparaissent à cause de la corruption du roi, à chaque crépuscule, on gagne des points de prestige. Et la personne qui a le plus de points de prestige à la fin du jeu, quand le roi, si la personne ne l'a tué, quand le roi meurt au fur et à mesure, on a plus de prestige et on a gagné. Il y a une quatrième type de victoire que je n'ai jamais eue, c'est la victoire par corruption. Alors dans le jeu, on peut être corrompu. Alors c'est mon tour de piocher des cartes, j'ai pioché une carte d'équipement. Donc on peut être corrompu et ça devient intéressant. Je vais faire un combat, je vais aller taper le lapin là pour montrer comment ça fonctionne dans les combats. Donc on va appliquer un certain nombre de bonus. Je suis un loup, donc le loup a un dé supplémentaire la nuit. J'ai ma carte d'équipement, donc j'ai récupéré une attaque en plus. Et là, je peux sacrifier des cartes pour gagner transformer mes dés, comme je disais tout à l'heure. Là, je vais somme de bénéfices. Il y a un résultat de dés qui s'appelle le Wild, qui permet de relancer son dé. Donc il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que si on a beaucoup de bol, le pire combat possible, on peut quand même tuer son adversaire. Donc voilà, je l'ai fait partir, il a plus que 2 points de vie, je vais aller chercher ma quête, je vais remplir ma quête. Alors là, à chaque quête, on a le choix. Alors ça, c'est un péril. Donc les périls, il faut que je fasse un certain résultat sur le dé, donc il faut que je fasse un bouclier, un soleil, une lune. Je peux sacrifier des cartes pour obtenir des résultats automatiques. Et là, je vais lancer les dés. A priori, je vais perdre mon point de santé et mon point d'action, c'est pas très grave. Voilà, donc j'ai pas réussi à avoir les 3 symboles et voilà. C'est du cel shading, je vois pas très bien. Le style des persos. C'est un peu cartoon. Je vais zoomer, je vais te montrer. Pour récupérer la quête, chaque quête on peut récupérer, soit on peut essayer de récupérer un trésor, soit on peut faire sans risque. Là, et c'est vraiment bête du 50%. Alors pourquoi je dis que c'est un jeu de plateau? C'est que y a beaucoup de hasard. Déjà il faut avoir de la chance au dé, il faut avoir de la chance sur les cartes qu'on tire. Il y a aussi des éléments aléatoires qu'on contrôle pas, qui peuvent vous tomber dessus, qui sont assez pénibles. Je faisais une partie hier après-midi et j'allais récupérer une quête, je me suis fait téléporter à l'autre bout de la carte et du coup ça a complètement pourri ma stratégie pour le reste du jeu, quoi. Mais du coup c'est aussi un vrai jeu, c'est vraiment intéressant en multijoueur. Ils mettent beaucoup en avant le côté de jouer avec d'autres êtres humains. Et c'est un vrai jeu de plateau. C'est vraiment tous les mêmes principes. Ils ont 2-3 trucs de quick chat pour pouvoir interagir avec les autres joueurs. Mais je pense que le mieux c'est de jouer avec des gens qu'on connaît et avec qui on peut échanger directement, quoi. Et c'est vraiment du pur jeu de plateau, les mêmes règles qu'on imaginerait dans un jeu de plateau. Les cartes il y a beaucoup de cartes. Donc quand on fait un tirage de cartes, je crois que pour chaque paquet de cartes entre donc magie, équipement et roublardise, il y a entre 25 et 30 cartes. Donc on a quand même peu de contrôle sur ces événements-là. Mais ça marche vraiment bien. En tout cas, sur moi, ça marche vraiment bien en termes de principe. Et donc du coup, voilà, le jeu, on va regarder un peu plus près. Ça, c'est pas vraiment du cel shading, c'est un peu cartoony, mais sans aller pur cel shading. Malheureusement, le live ne rend vraiment pas honneur au jeu, parce que la qualité est très... Ouais, moi je recommande d'aller voir les vidéos parce que le jeu est vraiment somptueux en termes de qualité visuelle. Alors je vais pas non plus faire une partie complète là.
Là, c'est le matin. Chaque matin, la personne qui a le plus en prestige choisit entre 2 cartes tirées dans un carte du destin, dans un paquet du destin, qui est souvent des trucs relous qui arrivent à tout le monde en fait. Mais du coup, on sait pas quelle est l'autre carte qu'ils ont choisi. Ça se trouve, ils ont pris le truc le plus agréable quand même pour le reste de la partie, quoi. Donc ici, vous pouvez voir, là, ils sont en train de s'affronter, le garde c'est le garde qui est joué par l'ordinateur et le fléau. Ici, c'est donc une pierre de lune. Donc c'est des pierres si on en récupère 4, on peut aller purifier le roi. Chaque personnage a des affinités avec certaines cartes, avec certaines stratégies, avec certaines approches. Il y a je parlais des bijoux qu'on débloque qu'on a au début du jeu et on les débloque en faisant certaines choses. Par exemple, il y a un bijou qu'on débloque uniquement quand on fait une victoire par corruption. Donc la victoire par corruption, il faut aller affronter le roi en étant plus corrompu que lui. En sachant que le roi, lui, il gagne un point de corruption chaque jour. Enfin, chaque soir. Et gagner la corruption pour soi, c'est assez difficile. Et il y a une particularité, c'est que quand on affronte quelqu'un d'autre qui est corrompu, celui qui a le plus en corruption récupère la valeur de corruption de l'adversaire en bonus en nombre de dés. Par exemple, j'ai 4 en corruption, la personne en face de moi en a 5, j'ai moins que lui, donc il a l'avantage, donc il récupère mon score, 4, il récupère 4 dés. Donc en fait c'est une espèce de... un peu côté obscur, c'est plus rapide, mais pas plus puissant, c'est vraiment un truc très pervers, et du coup on se retrouve avec des cartes très puissantes, et on se dit ah mais ça coûte de la corruption, est-ce que je vais le faire ou pas, ou est-ce que je vais les pourrir les autres en leur donnant de la corruption, en sachant que lui le roi est corrompu, et que quand on y va avec 4 ou 5 en corruption, lui il est déjà à 8, 9 ou 10, il vous explose quoi. Par contre si vous avez plus corrompu que lui, généralement le combat devrait bien se passer. Je vais pas faire une partie complète, je vais juste montrer, je vais sortir de la partie pour montrer les cartes justement. Parce que dans la démarche qu'ils ont, il y a aussi plein de choses qui me plaisent. Par exemple, alors je sais pas si on verra bien sur le stream, mais quand on regarde une carte, je vais prendre une carte récente parce que ils en ont rajouté ça se voit peut-être un peu mieux. L'armure de cuir. Donc il y a sur la carte, donc les cartes sont un petit peu animées, alors pas forcément celle-là, mais et il y a l'artiste et le crédit qui est donné à l'artiste qui a fait la carte. Comme dans Magic the Gathering, où les gens collectionnaient les cartes pour certains artistes. Je trouve que le côté mettre en avant les artistes qui ont fait les cartes, ça va continuer dans cette démarche jeu de plateau digital. C'est quel type d'artistes? C'est des artistes extérieurs? C'est des artistes extérieurs, je pense, pas tous, mais la plupart. Et c'est beaucoup d'artistes australiens parce qu'ils sont basés en Australie. La musique, qui est fabuleuse, je sais pas si on peut l'entendre sur le stream, mais elle a été composée par Lisa Gerrard, donc la moitié féminine de Dead Can Dance. Donc c'est une musique très très ambiance, très moody, très poétique, qui va vachement bien avec la direction artistique qu'ils ont. Puis juste, je suis pas très musique, pour le coup, je suis très très peu musique. Mais cette musique-là, elle m'a vachement plu. Il y a un côté, alors là je disais, on tire les cartes. Il y a un petit côté collection, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas vu la carte soi-même dans le jeu, on l'a pas dans son deck de présentation. Donc ici, moi, par exemple, dans ce deck-là, il me manque ces 2 cartes-là. Je sais pas quelles sont ces 2 cartes-là parce que je les ai jamais tirées moi-même en fait. Donc il y a un petit côté plaisant de unlock là-dessus. Donc les cartes de magie, je crois que je les ai toutes. Est-ce que tu as une idée de combien de temps il faut pour prendre le jeu en main? Prendre le jeu en main, je pense qu'il faut faire 2 parties. Les parties c'est du tour par tour. Il faut attendre que l'IA se déplace et tout. C'est un peu long. Je dirais que c'est 30-40 minutes par partie. Donc la première partie qu'on fait, même avec le tutoriel, on comprend pas tout parce qu'il y a vraiment vraiment beaucoup de subtilités. On connaît pas les cartes l'existence d'une carte peut changer complètement la façon dont on appréhende une situation. Le jeu est dur, hein, c'est-à-dire que la meilleure façon pour gagner, c'est de faire la course au prestige, faire les quêtes, et pas aller voir le roi. Et vraiment parce que le roi, il faut rentrer dans le palais c'est difficile de rentrer dedans, et puis une fois qu'on se tape le roi, on a beau être fort, il peut vous éclater en un tour, et puis vous repassez à 0 quoi. Enfin vous partez pas à 0, mais faut se rattraper tout le trajet. Il y a Celdel qui te pose une petite question. Ouais. Il disait que dans la promotion du jeu... Comment? Je regarde pas du tout le chat, donc... Ouais, on est là pour ça. Dans la promo du jeu, il y avait des dessins animés. Et est-ce qu'il y en a parfois dans le jeu, dans les petites scènes? Alors il y en a un à l'introduction. Alors, je sais pas si on peut le voir ici. Il y a un petit dessin animé à l'introduction. On peut pas le voir ici. Et c'est tout en fait.
Mais le petit dessin animé qui est à l'intro, il est super chouette aussi, quoi. Il est super propre. Mais il y a vraiment que ça. C'est pas un jeu qui se prête beaucoup à la cinématique, je dirais. Donc non, globalement. Mais rien que enfin, je pense que aller voir la cinématique d'intro sur YouTube, ça vaut le coup. C'est vraiment chouette, quoi. Autre raison pour laquelle je voulais parler enfin, dans les choses intéressantes qu'ils font, ils ont le principe des dés qu'on choisit. C'est un détail, mais ça m'a bien plu. Il y a des dés à collectionner. C'est-à-dire que donc moi j'ai les deux Early Access, donc on peut plus avoir les dés Early Access, mais il y a des dés pour les gens qui ont fait une campagne, qui ont soutenu une campagne Kickstarter, parce que c'est une campagne Kickstarter. C'est une autre raison pour laquelle je trouve que c'est un projet qui me plaît. Il y a des dés spéciaux pour les devs. Si vous faites une partie et qu'il y a un développeur qui est dans la partie, eh ben vous récupérez les dés. Et là, en ce moment, pendant Noël, ils ont des dés de l'hiver. À chaque fois qu'on fait une partie multijoueur, pas une partie solo, parce qu'ils veulent encourager les gens à jouer ensemble, on a une chance de gagner des dés spéciaux entre le 21 décembre et le 31 décembre. Le seul gros bémol que je... Alors, il y a deux choses sur le jeu. Le premier, c'est que si on n'est pas dans le trip jeu de plateau, et qu'on est plutôt une attente jeu vidéo, c'est très 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 déceptif, parce qu'il n'y a pas de côté... il n'y a pas de rubber banding. Le design n'est pas fait vraiment pour jouer comme dans un jeu vidéo. Donc si on est parti avec un état d'esprit jeu vidéo et qu'on tombe sur ce jeu-là, on peut être très déçu, je pense. Il y a un autre truc problématique, c'est qu'en ce moment, ils ont des gens qui ont trouvé... tout le système est peer-to-peer, ça passe pas par du serveur. Et ils ont des problèmes de triche. Et cet après-midi, je faisais une partie, et je suis tombé sur un tricheur, et c'est pas drôle de jouer contre un tricheur. C'est-à-dire que les tricheurs, ils ont un nombre d'actions illimitées par tour. Donc tu les vois qui se baladent, qui font plein de trucs, tu fais ok d'accord. Donc tu sors la partie immédiatement. Et ça, j'ai regardé un petit peu sur Steam, ça a l'air de leur pourrir la vie en ce moment un petit peu. Donc je pense que c'est important pour eux de résoudre ce souci-là. Il y a des classements et ce genre de choses qui sont impactés du coup par ces triches. Non, il n'y a pas de classe. Il y a des parties classées, mais moi j'en ai jamais fait, j'y ai pas accès, j'ai pas dû faire assez de choses dans le jeu pour jouer aux parties classées, ou c'est pas encore débloqué. Je sais qu'ils ont des ambitions pour faire des tournois. Ce genre de choses, parce qu'il y a eu quelques controverses sur la façon dont ils voulaient débloquer du contenu pour les joueurs qui sont très compétitifs. Je pense que pour du compétitif, c'est quand même très aléatoire. Alors ça n'a jamais empêché de faire des jeux compétitifs, l'aléatoire, mais moi ça m'intéresse moins. Je pense que c'est plus un jeu de divertissement, de préférence avec des gens que je connais. Étant basé en Angleterre, loin de plein de gens que je connais, ça peut être un moyen de jouer avec des amis sans faire une partie de jeu plateau sans avoir besoin de prendre un émulateur ou ce genre de choses, quoi. Et donc ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup. Donc voilà. C'était Armello. Je regardais sur le chat s'il y avait d'autres questions un petit peu là-dessus. Pas. Il y avait... Oui, on t'a demandé si l'IA avait été améliorée depuis le début. Parce qu'elle avait des comportements un peu bizarres parfois. C'est une question de Kimou. J'ai pas d'éléments de comparaison, parce que je me suis vraiment mis à y jouer en septembre quand ils ont lancé le jeu. Donc j'avais le jeu en Early Access, mais j'y ai peu joué pendant l'Early Access. Non, l'IA, elle est relativement facile à battre, mais elle est plus auto-cohérente dans ce qu'elle fait. C'est vrai que dès qu'il y a des humains, ça rend le truc complètement différent, quoi. Ils vont vous pourrir sans raison, ils font des commentaires, parce qu'on peut dire faites attention à tel personnage ou tel personnage, donc tu sens que il y a ce côté un petit peu banter, un petit peu se pourrir les uns les autres d'un jeu de plateau apparaît un petit peu. Et ça c'est assez sympa aussi. Mais ouais, l'IA est très correct pour le coup. Okay. Chers autres invités, vous avez quelque chose à dire sur le jeu en plus? Non, pas joué, j'avais pas le temps. Non. On me l'avait proposé, on s'en l'a reçu à Games Story, mais j'avais clairement pas le temps, quoi. Donc je me suis dit, c'est pas la peine d'y jouer 2 heures et faire un test moisi. Autant laisser. Apparemment, il y a Gawam qui va s'en charger, donc c'est cool. Mais le jeu, il me plaisait bien, parce que je le trouvais magnifique, hein, clairement. Vraiment, aller voir les vidéos, c'est super beau. Et par contre, ouais, la question de l'IA, c'est le truc que j'avais lu dans les premiers tests que j'avais vu, c'était apparemment elle avait tendance à faire des fois des choix un peu bizarres, ou en gros, des fois, elle pourrait complètement vous pourrir parce qu'elle elle est en train de gagner, et puis d'un coup, elle fait non, je vais faire un autre truc qui a rien à voir, quoi. Mais bon, après typiquement, ce genre de jeu, c'est sûr, c'est plus intéressant en multi, hein, tout simplement. Ok.
Patard, tu voulais dire quelque chose, je crois? Non, mais bizarrement, à écouter un petit peu, bah, ça m'a un peu fait penser à Civilisation, je sais pas trop pourquoi. C'est peut-être le côté tour par tour, je sais pas, mais du coup, la mécanique m'intéressait, mais je sais pas du tout si c'est moi qui ai pas très bien compris la mécanique de jeu. C'est plus simple, c'est beaucoup plus simple, mais Mm. t'as un peu de contrôle de territoire, ce genre de choses, mais au final, tu construis vers une stratégie pour pour gagner le jeu, basé un peu sur tes cartes. Il y a plus d'aléatoire, il y a plus c'est un peu plus casual dans les mécanismes qu'un Civilization, c'est clair. Et D'accord. puis c'est très 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 multijoueur dans son aspect. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, je pense on a fait le tour. Du coup, on va pouvoir passer à Thomas Helmut. Ouais, bah. Moi j'ai pas fait beaucoup de jeux récents en tout cas cette année. J'ai un gros retard de jeu, j'essaie de vider tout mon backlog de jeux pas finis sur Steam. Bon, j'ai pas fini et donc mais j'ai fait 2-3 jeux indés, mais il y en a un qui m'a plutôt accroché. Donc c'était Soma. Donc Soma c'est le dernier jeu de Frictional Games, c'est les gens qui ont fait Amnesia, Penumbra, etc. Et donc Soma est sorti en septembre dernier. Et j'ai pas mal accroché sur Soma, et pourtant j'avais pas accroché à leurs autres jeux. Enfin, Amnesia et Penumbra, etc. Mais je pense que c'est surtout une question d'univers. Et donc là, c'est toujours un petit peu la même recette, c'est-à-dire que c'est un petit peu ce qu'on appelle un first person walker, dans le sens où tu te promènes, on te raconte une histoire, et il n'y a pas forcément autre chose à faire. Enfin, je schématise, hein, les Penumbra, etc. Et Soma, ça se résume pas forcément que à ça se compare pas trop à un jeu comme dit Rester. Et donc c'est un jeu de science-fiction, c'est plutôt axé thriller psychologique. C'est pas un jeu effrayant, c'est un jeu assez oppressant, mais c'est pas un jeu qui fait peur. Enfin, ça fait pas, je pense pas que ça fait sursauter. Et donc l'histoire du jeu, c'est on incarne un personnage qui donc ça commence dans un monde contemporain de nos jours, etc. Donc une personne qui a eu un accident de voiture, qui a des graves séquelles cérébrales, et donc qui a une espérance de vie qui est pas plus très étendue. Et donc cette personne décide un petit peu d'aller piocher dans de la médecine expérimentale, etc. pour voir que juste avoir un avis. Et donc, le personnage se retrouve aller à faire un scan cérébral dans un laboratoire de recherche, etc. Et d'une fraction de seconde à l'autre, on se retrouve projeté ailleurs, dans un autre monde, a priori une autre période, etc. Et donc, on se retrouve dans une base sous-marine, complètement en ruine, ça devient complètement apocalyptique. Et il se passe des trucs, on sait pas trop quoi, on est seul, on sait pas, il y a des espèces de machines qui commencent à vous parler, on sait pas si, enfin, c'est assez déroutant dans le sens où on sait pas si c'est des humains, on sait pas si c'est des machines, et tout est déformé, tout est bouffé par un espèce de parasite, etc. Donc ça c'est un petit peu pour le setting. Et après en termes de gameplay, bah, c'est pas mal d'exploration, dans des niveaux qui sont quand même assez linéaires. Donc c'est surtout de l'exploration, il y a quelques petits puzzles assez rudimentaires, et c'est vraiment pour avancer. Mais ce qui est vachement bien dans le jeu, c'est déjà l'histoire. C'est vachement bien amené, c'est vachement bien raconté. Et le jeu a un rythme qui est pas mal en dents de scie. C'est-à-dire que il va alterner entre des scènes un petit peu oppressantes, où on va être poursuivi par un monstre, où ça va être un milieu très stressant. Et ça alterne avec des scènes où on est dans une phase de sécurité. On le sait, le jeu est monté comme ça, etc. Et c'est dans ces phases de sécurité où on va avoir plus de narration que dans les autres. Donc on a une espèce d'alternance dans le rythme où on va crescendo dans des scènes oppressantes et après on est récompensé par une certaine narration où ça va de plus en plus, etc. Donc le jeu dure à peu près 7-8 heures et ça alterne à peu près quasiment il y a à peu près 7-8 alternances comme ça.
Donc j'ai l'impression que le rythme a été très casé, très calé sur ce principe-là, où on se joue par petites sessions d'1 heure et on avance au fur et à mesure. Et en termes d'histoire, donc c'est de la science-fiction, donc ça pioche un petit peu dans tous les trucs de science-fiction qu'on retrouve généralement. Ça touche beaucoup à l'intelligence artificielle, à la conscience humaine. Ça te pose des questions de qu'est-ce que c'est être vivant, qu'est-ce que c'est la conscience humaine. Est-ce que c'est quoi la frontière en fait entre une intelligence artificielle et la conscience humaine, par exemple? À partir de quel moment on peut dire qu'une IA est consciente? Est-ce qu'on peut dire que nous-mêmes on n'est pas des IA, etc. Et donc ça fait poser des petites questions. Donc c'est plutôt sympa. Et le jeu, il joue un petit peu de ça. Il joue un peu de la perception du joueur et de son propre monde pour le surprendre. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup joué en fait sur un petit peu le transfert d'émotions qu'il y a entre le personnage du jeu et soi-même. C'est-à-dire que le truc super cool, c'est que c'est un first person. Et du coup, on a un espèce de transfert dans ce qui se passe sur le personnage. Et moi, en tout cas, ça m'a fait cet effet-là. Et il y a 2-3 scènes dans le jeu où je me suis surpris à avoir une sensation désagréable sur le bras, je sais pas, juste parce que quelque chose s'est produit dans le jeu vis-à-vis de son personnage. Et je me suis vachement projeté dedans, en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé super fort, c'est que l'univers et la narration et le point de vue qui est adopté par le jeu colle vachement bien en fait au thème qui est abordé. Et du coup, le fait que ça soit de la science-fiction et que c'est des trucs un petit peu récurrents, je veux dire, si on bouffe de la science-fiction, si on a lu tous les cadiques, les trucs on les voit venir, c'est vachement senti à l'avance. Mais c'est vachement bien raconté, c'est vachement bien amené, le rythme il est très bien. Et du coup, je me suis vachement pris à ça et ça m'a vachement plu. Le jeu, il a quand même des petits défauts. Donc il y a des petites séquences avec des monstres qui nous poursuivent, etc. C'est assez dispensable. Les monstres sont cons comme des manches à balai. Une fois qu'on a saisi le truc, ils vous font plus rien. C'est juste, on attend qu'ils passent et puis on court au bout du couloir et puis c'est fini, quoi. Mais pour dire à quel point c'est presque optionnel, il y a des gens qui ont fait des mods pour enlever les monstres du jeu. Donc c'est pas top, mais c'est quand même passé à côté d'un aspect du jeu. Parce qu'en fait, ce qui est aussi assez fort, c'est qu'ils ont réussi à monter la narration et les monstres ensemble. C'est-à-dire que les monstres ont un sens. C'est-à-dire que rencontrer un monstre dans un endroit donné, ça a du sens dans le scénario. Parce que peut-être que plus tard dans le jeu, on va tomber sur un log, un fichier qu'on va commencer à lire. On va tomber sur l'histoire d'un scientifique qui a eu des problèmes, qui est mal tourné, il a dû se faire enfermer, etc. Il s'est sacrifié pour la bonne cause. Et quand on y repense, et qu'on repense par là-haut en PC dans le jeu, on se dit mais ah ouais putain, mais en fait c'était ce mec-là qui me courait après, quoi. Et je trouve que c'est assez futé parce qu'en fait il n'y a pas de monstre gratuit, ou dans le sens on a posé un mec là juste parce qu'il nous fallait un monstre. C'est vraiment tout a du sens et tout est construit en fait. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc ça donne quand même une certaine importance à ces affrontements. Enfin c'est même pas des affrontements en fait, les monstres, il n'y a pas de combat, c'est le jeu, ça consiste à les éviter, donc on peut pas les vaincre. Ils sont invulnérables, il n'y a même pas d'armes, il n'y a rien, donc ils sont là vraiment pour contribuer au scénario, pour contribuer à l'ambiance et pour renforcer ce rythme de stress et de phase plus calme, etc. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus On te pose une question, sinon. C'est Sky qui te demande. Non, pardon. Mais on te demandait s'il y avait de la rejouabilité ou pas. Pas du tout. Il y a qu'une seule fin. Il y a des choix dans le jeu. Il y a 2-3 petits choix à faire. Mais en fait, c'est aussi le jeu, il traite aussi un petit peu pas mal du libre arbitre. Et donc le jeu te donne des choix. Et c'est vraiment dans ce sens-là. T'as quelque chose qui est construit autour du libre arbitre et on te le propose, mais ça fait du sens dans l'histoire. Mais ça n'impacte absolument pas la fin du jeu. Il n'y a qu'une seule fin au jeu. Le jeu, on le finit en 7 heures, on a tous les Steam Achievements, on l'a fini à 100%, et il n'y a pas de raison particulière de revenir dessus. Mais même les choix que tu fais, tu comprends quels sont les impacts des 2 choix que tu avais. Mais je pense pas que ça apporte quelque chose de refaire le jeu juste pour voir ces 3 choix, quoi.
Et ça, c'est aussi peut-être Enfin, certains le verront peut-être comme un défaut, mais moi je trouve que c'est quand même bien intégré au jeu. Enfin, sur la question du libre arbitre, etc., c'est quand même plutôt bien foutu. Et ouais. J'ai une question, moi, parce que du coup, là, tous les sujets que tu évoques sont quasiment les mêmes que ceux qui sont, en tout cas, censés être traités dans The Talos Principle, Ouais. auquel j'ai joué il y a pas hyper longtemps, qui est sorti depuis un moment, qui est dû sortir il y a 2 ans et demi, un truc comme ça, mais que moi j'ai fait il y a pas si longtemps que ça. J'ai trouvé que c'était un très bon puzzle game, mais que son traitement de ces questions-là, qui avait été vachement porté au nu au moment de sa sortie, où les gens avaient dit que c'était super bien et tout, l'écriture du Talos Principle, que personnellement j'ai trouvé vraiment vraiment minable, parce que il se prenait vachement trop au sérieux. Enfin, c'est plus de la branlette et du troll de joueur en fait, à te dire que t'as le contrôle mais t'as pas vraiment le contrôle, que t'es dans un jeu et qu'on le sait, Ouais. que tu le sais, que tu sais qu'on sait et qu'on sait que tu le sais, machin. Et du coup là quand tu parles de ces sujets-là dans Soma, en même temps ça m'intéresse. Et en même temps, ça me fait un peu peur, parce que quand je vois ce qu'on peut en faire dans un jeu comme Talos Principle, Ouais. Bah, en fait, c'est vraiment. Je pense pas que ça soit la même approche, parce que dans Soma, c'est un thème de fond, mais ils essaient pas de te faire réfléchir. C'est-à-dire que c'est un thème de fond, ça va servir des mécaniques, mais ils essaient pas de t'induire une pensée ou de te faire remettre en question quelque chose ou de te forcer quelque chose, quoi. Enfin, je sais pas si c'est ce que toi t'as ressenti avec Talos Principal, mais en tout cas, dans Soma, c'est surtout un thème de fond qui va servir le scénario et ils se ouais, il y a servent une de histoire à ça. côté, quoi. Ouais, ils se servent de ça pour créer un lien empathique avec le personnage, en fait. Et c'est ça qui est fort. C'est juste ça le truc, mais c'est pas forcément dans la recherche sur les thèmes, quoi. Et ouais, ce qu'il y a d'autre comme défaut, enfin, c'est vraiment mineur. euh, Dans la construction des personnages, il y a quelques petits raccourcis parfois. Enfin, par exemple, le personnage principal, il a une condition particulière et il l'accepte plutôt très vite et de manière assez simple. Donc c'est quelque chose que moi je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus construit, etc. Mais bon, enfin, soit ils ont pris quelques raccourcis. Et un autre truc cool avec le jeu, c'est que le jeu il a été diffusé avec une web série en live action. Et donc quand le jeu est sorti, tous les jours après la sortie, il sortait un petit épisode qui durait 2-3 minutes. Et en fait ça complétait. C'est une préquel, mais ça spoil pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut la regarder avant d'avoir fait le jeu ou même après. Ça ne spoil pas vraiment et en fait on retrouve juste des personnages dont on entend parler dans le jeu et là on commence un petit peu à reconstruire le puzzle et ça nous donne juste du background sur ce qui s'est passé et sur pourquoi ça s'est passé en fait. Mais ça te donne pas d'indication sur ce qui va se passer dans le jeu. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et ce que j'ai trouvé curieux, c'était que ça a été diffusé au compte-gouttes en même temps que le jeu soit sorti. Et j'ai l'impression en fait que bah moi j'ai regardé les épisodes en même temps que je jouais. C'est-à-dire que je jouais 1 heure, je laissais le jeu, le lendemain je matais l'épisode et je rejouais un petit peu 1 heure. Je sais pas s'ils ont pensé ça comme ça, mais moi j'ai vraiment senti qu'ils avaient l'intention que ça se construise comme ça. C'est-à-dire que tu t'avances 1 heure dans le jeu et tu mets un bout de la mini-série et au final tu reconstruis un truc qui a l'air plutôt cohérent et puis c'était plutôt agréable à regarder comme ça. Je sais pas du tout s'ils ont prévu ça comme ça, mais j'avais vraiment cette impression. Et ce que je trouve d'autant plus bizarre si c'était le cas, c'est que bah, pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas intégré directement au jeu? Et pourquoi c'est une mini-série sur le web et que enfin c'est même la diffusion de la mini-série, elle était presque confidentielle quoi. T'as beau connaître le jeu, tu l'as peut-être acheté, mais est-ce que je sais même pas si tout le monde était vraiment au courant que il y avait une mini-série avec quoi. Et donc ça c'était pas mal. Et même les trailers du jeu, ils complètent l'univers parce que aucun des trailers du jeu n'est issu du jeu en fait. Ils ont vraiment voulu faire des trailers indépendants. Ils ont monté des scènes exprès pour ça. Et ils ont fait aussi quelques petites scènes en live action qui complètent. Et ces scènes-là ne spoilent pas le jeu. Mais ce qui est super bien, c'est que un trailer qui est sorti il y a 2 ans, si tu le regardes après avoir fini le jeu, bah, tu fais des liens encore avec ça, quoi. Et enfin, ils ont vraiment une construction de l'univers et de scénario qui était vraiment super. Et moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment le truc que tu finis un jeu, tu vas directement sur un wiki pour voir les petits bouts que éventuellement t'ont échappé, etc.
Et c'est ce que moi je trouve fort dans un jeu, quoi. Enfin, en tout cas, au niveau d'une histoire, c'est que si tu consommes ton jeu au-delà du médium jeu vidéo, euh, pour moi, c'est pareil gagné, en fait. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui me plaît bien dans les jeux, quoi. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour pour vous autres? Est-ce que vous vouliez dire quelque chose si quelqu'un y a joué? Non, moi je compte le faire probablement à terme. Parce que je suis curieux de ces trucs-là. J'ai plutôt trouvé Amnesia intéressant. Enfin, pas exemple de défaut, mais vraiment, vraiment intéressant. Et après, c'est vrai que moi, le côté, les phases d'infiltration ou d'évitement de monstres, ça a tendance à me saouler. Et alors, du coup, dans Amnesia, alors, ils ont peut-être fait pareil dans celui-là encore, parce que tu dis qu'il y a des mecs qui ont fait des mods pour les skipper. Mais je sais que dans Amnesia, en fait, le jeu, plus tu crevais sur les scènes d'infiltration, plus le jeu te simplifiait la tâche, jusqu'à quasiment te téléporter à l'autre bout, en fait, tout seul. Ouais, là, c'est presque pareil, en fait. Tu peux mourir dans le jeu, mais genre, si tu crèves 10 fois devant le même monstre, t'as un game over. Mais ouais, tu sens que le jeu, il va rendre les monstres plus lents, il va un petit peu faciliter la main, quoi. C'est vraiment pas. C'est là pour renforcer l'atmosphère, mais à mon avis, c'est quelque chose qui. Puis, enfin, même eux, à mon avis, ils savent pas trop où ils vont avec les monstres. Parce que juste quand ils avaient fini Amnesia, ils avaient mis un questionnaire en ligne sur les affrontements, comment est-ce que les gens percevaient ça, etc., quoi. À mon avis, ils tâtonnent encore, ils savent pas trop encore quoi faire, mais c'est clairement le point bizarre du jeu, mais à la fois, tu sens que c'est quand même utile. C'est ça qui est bizarre, hein. Ok. Bon, on arrive bientôt du temps fatidique des 2 heures. Donc enfin, on en a fini pour le moment avec ce jeu-là. Juste pour info, pour les gens qui nous regardent en live, on va faire un petit bonus après la fin de l'émission, donc ne quittez pas tout de suite. Est-ce que on n'aurait pas parlé d'un jeu qui vous a plu cette année, mais sur lequel vous n'aviez pas envie de passer 1 heure? Est-ce qu'il y a un petit jeu dont vous n'aviez pas parlé, que vous voulez ajouter? Un petit jeu? Un petit jeu ou un grand jeu, mais disons, lâcher un titre, quoi. Un titre de jeu. J'ai beaucoup aimé Morphopolis, qui est un petit jeu qui dure pas trop longtemps, et un petit jeu, un point and click tableau, où tu dois collecter des petits objets, etc. Et la DA est très jolie. C'est dans un univers un peu donc insecte, microcosme, mais c'est très joli. Ok. Alain? Moi, ici, il y avait The Darkest Dungeon. Alors, il est pas encore officiellement sorti, il est en early access depuis le début de cette année. Moi, je me force très fort à plus y jouer. J'ai passé une quinzaine d'heures dessus en février dernier, je crois, quelques semaines après le début de l'early access. Je m'étais laissé emporter et je m'étais dit, oh putain, ce jeu il est excellent, et maintenant je me retiens en attendant qu'il sorte vraiment, parce que j'ai envie d'y jouer quand il sera vraiment fini aux yeux de ses créateurs. Mais je suis sûr que ce sera une tuerie en ce qui me concerne, quoi. Ce sera ton jeu de l'année prochaine. Ah, il y a des chances. Non, ce sera en tout cas pour le début de l'année prochaine, ouais, c'est sûr que ce sera mon jeu de l'année. Après, on verra, quoi. S'il y a un autre Her Story qui sort de nulle part, un truc comme ça. Et toi, Ouais, Bestio, qui a dû tester au moins 200 jeux dans l'année? Juste un truc, pour Darkest Dungeon, il sort le 19 janvier, hein, donc il reste plus que 2-3 semaines à attendre et ce sera bon, quoi. Ouais, c'est bientôt. Ah ouais, il y a 2 jeux dont je voulais parler, enfin, que je voulais dire vite fait, mais c'est pas vraiment des petits jeux. Il y a Rocket League qui avait tout pour pas me plaire, hein. C'est-à-dire que c'est un jeu de foot, alors que bon, j'en ai un peu rien à carrer du foot. C'est un jeu avec des voitures, je suis pas forcément fan des voitures, et ça marche super bien, quoi. Donc en gros, faut voir ça un peu comme vous mettez des voitures dans une arène fermée, et des voitures avec des réacteurs de fusée, et ce qui fait qu'en fait vous pouvez voler avec ces voitures. Donc vous avez une jauge de boost en fait pour faire des actions. Donc vous pouvez vous envoler dans les airs pour faire des reprises de volée, etc. Et ça marche super bien en multi, quoi. C'est hallucinant.
Et il y a un truc qui était super fort par rapport à leur com. Alors ça, je sais pas les contrats qu'ils ont passés avec Sony, mais c'est qu'en gros, pour le lancement du jeu, ils étaient gratos sur le PlayStation Plus. Donc tous ceux qui avaient le PlayStation Plus pouvaient y jouer gratuitement, sachant que le jeu il est cross-platform PlayStation 4, PC. Ça, voilà, en fait, ça a tout ravagé sur le passage parce qu'en gros, à partir du moment où vous faites un jeu multi qui est bon et que vous êtes sûr d'avoir une base de joueurs directement en jeu, et bah ça fait boule de neige et ils ont fait un carton plein. Ils en sont à 50 millions de thunes. Enfin, c'est la folie. Mais le jeu, il est vraiment bien, honnêtement. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils avaient déjà sorti le même jeu, donc quasiment, il y a 3 ans. Donc il est pas tout à fait pareil, mais avec un nom imprononçable, et voilà, avec une. Oui, il y a un nom à rallonge. Bah, c'était Super Aerial Car Battle Arena ou un truc comme ça, enfin un truc où voilà. Et voilà, et c'est quasiment le même jeu, hein, parce que objectivement c'était déjà des voitures avec des réacteurs, tu pouvais déjà voler, etc. Il n'y avait pas tout à fait la même physique de balle, donc il y a eu des ajustements depuis, mais bon, la base était là. Et ça n'avait pas pris parce que personne n'a entendu parler et tout. Et là, je pense sincèrement qu'un des gros points forts, un des gros boosts qu'il a eu, c'est le coup du PlayStation Plus, hein, clairement, ça. Voilà, donc il y a ça. Et l'autre jeu dont j'avais vite fait envie de te parler, c'est Dirt Rally. Alors, mais t'aimes pas les jeux de voiture, là, sinon. Voilà, je disais, j'aime pas les jeux de voiture, mais j'adore les jeux de rallye. Mais j'adore les jeux de rallye, voilà, un peu typé simulation, enfin mi-chemin simulation, un peu arcade, quoi, un peu Colin McRae et tout. Et les Dirt, eh ben en fait, à chaque fois, depuis des années, ça me gaffe parce qu'ils mettent du Gymkhana, mais là, tu sors du spectre du jeu indé. Et ben, plus ou moins, dans le sens où c'est qu'une petite partie de l'équipe, en fait. En gros. Tout dépend de ta définition indépendante. Voilà. En fait, ce qui est rigolo avec Dirt Rally, c'est qu'en fait, Codemaster, il a dit non, nous, on finance pas, hein, on fera pas un vrai jeu de rallye. Ça marchera pas. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une petite équipe. Donc ils ont pas pris Codemaster, ils ont pris une petite équipe, ils ont dit bon bah allez les mecs, allez jouer dans votre coin, faites votre jeu de rallye, elle sera super cool. Et finalement le jeu il est excellent, il marche super bien, il a une super pub de partout, enfin tout le monde a des bons retours et voilà, donc si vous aimez les jeux de rallye, Dirt Rally c'est très très bien. Et là où du coup ça rejoint un petit peu le côté indé, donc déjà la taille de l'équipe, et c'est aussi le type de la politique tarifaire en fait. En gros, il est sorti en early access et ils ont dit bah écoutez, nous on le sort en early access, donc il était à 20€ par là-dedans, je crois, au début. Et ils ont dit ce qu'on va faire, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va rajouter des éléments, on va augmenter le prix en fait, tout simplement. Donc je l'ai acheté dès le début, donc c'était, je sais plus, je l'ai payé même pas 20€, et maintenant il doit être à 45 ou un truc comme ça. Mais en gros, ça j'ai adoré aussi le fait que il disait bah voilà, si vous nous faites confiance, et vous payerez moins, et puis voilà. Et ça c'était plutôt cool. Ok. Thomas et Thomas, en 2 mots, 2-3 mots, quelques jeux. Vas-y Thomas. Indé, forcément. Ah oui, indé. Les autres, c'est bon. Je pourrais parler d'Undertale. J'ai pas fait toutes les routes, donc il y en a beaucoup qui me diront que je ne peux pas avoir vu tout le jeu sans avoir fait toutes les routes. Ils ont sûrement raison. Et mais mangez-en. Ouais, mangez-en. Undertale, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a comme autre jeu indé que j'ai pu faire cette année qui n'est pas forcément été de cette année? Très bonne question. Faudrait que je ressorte ma liste. Ouais. Et Thomas, enfin l'autre. Alors, moi j'ai bien aimé Invisible Ink. On parlait de. C'est un jeu de Clay Entertainment. C'est un jeu tactique tour par tour, procédural, roguelike. Donc on joue un espion qui va devoir faire des missions, s'infiltrer dans des bases, enfin en groupe d'espions même. Et chaque base est différente, chaque mission, enfin chaque fois qu'on joue, on aura les challenges ont été créés différemment. Il y a un petit peu de hacking, de contrôle de caméra, de passer derrière les gens. J'aime beaucoup la DA. C'est super joli. Et j'ai bien aimé les mécanismes de jeu. J'y ai pas rejoué depuis qu'ils sont sortis officiellement. J'avais joué pendant l'Early Access et la courbe de difficulté était assez ardue, mais je trouvais ça prometteur. Et un autre jeu par le compte complètement barré dont je trouve que le concept est très fort, c'est Keep Talking and Nobody Explode. Alors, je sais pas si vous connaissez. À la base, c'était un jeu de Game Jam fait pour l'Oculus.
Et c'est un jeu, c'est un jeu, un vrai jeu social. C'est-à-dire que on a d'un côté une personne qui a un écran, souvent un Oculus, avec une bombe. Et les autres ne voient pas la bombe. Et les autres joueurs qui sont dans une pièce avec lui ont imprimé des instructions sur comment désamorcer la bombe. Et il faut faire des choses du style quel est le numéro de série? Le numéro de série, est-ce que le numéro de série finit par un chiffre pair? Non. Alors si c'est pas par un chiffre pair, quel chiffre c'est, etc. En fonction du numéro de série, on sait quel câble il faudra couper. Et donc il y a cette espèce de description d'interaction nécessaire avec les autres joueurs qui eux ne voient pas la bombe et qui créent un stress très fort et très drôle. Donc ça j'y ai joué, ça m'a beaucoup plu parce que c'est vraiment c'est complètement des fields un peu barré, très cool. Bon bah cool, mais espérons qu'avec tous ces jeux, nos viewers auront des idées cadeaux, plein d'idées cadeaux pour ce Noël. Et puis bah, il me reste à remercier tout le monde au nom de Indie Dev Lounge. Déjà merci aux streamers qui nous ont hostés. Il y a Clapstock, Celdel, Bestio, Pass of Exile et Fer qui nous ont hostés. C'était très sympa de leur part. Merci à vous aussi pour être présents sur ces lives et aussi à tous les autres streamers qui ont été là jusqu'à la fin de cette année, puisque ça sera le dernier stream de cette année, ça reprendra en janvier. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à l'année prochaine, et bonne fête. Bonne fête tout le monde. Bon jeu. Bonne année. Bon, allez, ciao à tous.